Hey! On est bon! Mais oui, 3, 2, 1. Oui, bonsoir. Ah! Voilà qui est bien plaisant. On est prêt, on va pouvoir faire ça comme il faut, je crois, je pense. On est bon? Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Ouais! Comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que les gens vont bien. Installez-vous tranquillou pour ce petit... Allez, café protocolaire du lundi. Eh oui, c'est Allez Café, on essaie de reprendre les bases, on a fait quelques émissions, tentatives, en pétant la gueule des Pistons notamment, récemment, et en faisant d'autres petites émissions. C'est le retour, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Comment ça va? J'espère que vraiment... Mais oui, j'ai manqué, ben oui, je sais, j'ai manqué plein de trucs. Mais bon, c'est comme ça. Pour être parfaitement honnête, parfois la santé... C'est plus important, c'est toujours plus important que le reste, mais parfois la santé ça déraille. Et donc désolé, lundi dernier, ça allait pas trop, et donc j'ai préféré recharger les batteries pour revenir à fond. Ce qui est le cas ce soir, on va pouvoir se régaler tous ensemble. J'ai un gros menu de prévu pour vous. On va pouvoir se la kiffer. Donc installez-vous tranquillou, il y a des fans de toutes les franchises qui sont là. Je suis en train de préparer les derniers petits setups. Je peux vous garantir que ça va être assez chargé. J'ai plein de choses à partager avec vous. Très hâte, parce qu'il y a eu des annonces, des trophées, il y a un petit point, puisqu'on est à 25% de la saison, et donc je voulais faire un petit peu un état des lieux de tout ça. On va parler notamment des trophées qui viennent d'être décernés sur le mois de octobre et novembre. Ça y est, ils sont tombés ce lundi soir, vous les avez certainement vu sur les réseaux sociaux et sur le site de Trash Talk. On parlera aussi de la NBA, au bout de 20 matchs, non seulement aujourd'hui, mais il y a un an. Vous savez, celles et ceux qui connaissent bien Trash Talk, que j'aime faire ce jeu au bout de 20 matchs. On regarde un petit peu comment c'était par le passé. Et est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire qu'on peut se baser sur le début de saison de certaines franchises? Ou est-ce qu'on va avoir des grosses surprises? On le verra. On aura aussi l'occasion de revenir sur les 20 premiers matchs de Victor Wembanyama. Vous allez voir avec des éléments hyper intéressants, notamment en termes de line-up, choix de tir. J'ai très hâte d'avoir vos avis à vous. On aura l'occasion de discuter un petit peu avec le chat. Et celles et ceux qui sont en replay, évidemment, je vous fais la bise. N'hésitez pas à balancer vos propres commentaires sur qu'est-ce qu'on pense. Voilà, des débuts de Wemby, il y a eu tout un train de la hype, je vois qu'il est en construction sur Allez Café. Et est-ce qu'on est content? Pas content? Pas content? Pas content? Si on n'est pas content, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il change? Lui ou les Spurs? Pas mal de choses à devoir discuter, bien évidemment. Et puis après, on fera un petit quiz. J'ai réservé un quiz. Une petite dinguerie, vous m'en direz des nouvelles. Du coup... On ne va pas perdre les bonnes habitudes. Merci aux copains et copines qui envoient déjà des subs. Je veux dans les commentaires, s'il vous plaît, que vous soyez en direct ou bien en replay, me dire d'où vous êtes, où vous situez-vous, où est-ce qu'on est? On est à Lyon, on me dit dans le chat, c'est formidable. Salut les BG de Paris 19. Si, les gens de Tours qui sont dans la place, de Madagascar. Incroyable. De Sens, de Dublin, ouais, La Rochelle, incroyable. Salut à mes frères et sœurs d'Indianapolis, de Lille, de Bordeaux, du Cameroun, d'Avignon, de Perpignan, de Dinan, de Melun, d'Annecy, de Canet-en-Roussillon, de Caen, de Biarritz, de Chartreux, incroyable, des gens du Danemark, de Bruxelles, BX. Les in the place, les gens de Montréal sont là, d'ici les Moulineaux, 9 de Isère, comme on dit, de la Guadeloupe. Salut aux frérots et aux sœurs de Suède, d'Angers, d'Annecy, de Toulouse, Caen. C'est ça, c'est bon. Et voilà, je vais me faire strike. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens, des bis de la Guadeloupe. Merci à mes copains et copines de Guadeloupe, en Laponie, de Bastia. Bon, alors là, c'est vraiment à l'autre bout du monde. De Marseille, bébé. Bonsoir à toutes et à tous, les copains et copines aussi du Portugal, de Lorient, de Neuchâtel, de Tokyo. Donc là, en l'espace d'une seule intro, on est allé de Bastia à Tokyo, en passant par la Suède, mais aussi Indianapolis, et tout, et le Cameroun, et la Tunisie, et l'Ermitage, de partout, de Pau, de Pays-Bas. C'est incroyable. Installez-vous tranquillou. J'ai un très gros programme à vous présenter sur ce Allez Café, je suis très content de vous retrouver. Et vous le savez, le lundi, c'est protocolaire, on se craque la nuque et on dit déjà félicitations aux joueurs de la semaine qui ont été annoncés. Ça y est, Julius Randle et De'Aaron Fox ont été félicités pour leur excellente semaine passée.
32 points, 6 rebonds et 9 passes pour D-Fax. Avec les Kings, ça va nettement mieux quand D'Aaron le Renard est présent sur les terrains. On sait aussi que Monsieur Julius Randle, qui avait très très mal démarré sa saison, ouh, les punchlines, elles étaient fortes, elles étaient puissantes. Il faut aussi rendre à César ce qui lui appartient. On fouette quand ça va mal et on distribue des fleurs quand ça va bien. C'est un petit peu le motto de Trash Talk depuis très très longtemps. Et Julius Randle a vraiment fait le boulot. 25 points, 13 rebonds et 7 passes pour le canon, l'homme tank des Knicks qui a fait le travail. Je pose la question juste comme d'habitude aux gens du chat. Vous auriez mis quelqu'un d'autre ? Des noms qui viennent un petit peu. Je sais qu'il y en a qui étaient pas trop contents, qui ont dit oui, machin fait du golf. L'autre qui fait du baseball. Bravo les haters, les votants ont vu rien du tout. Non, on est ok. Yanis, on me met. Draymond, ça m'étonnerait. Mais Yanis, très très bien. Je peux entendre. C'est vrai que Yanis était très très solide. Et puis Mikal aussi qui a bien cartonné, c'est vrai, Mikal Bridges. Mais bon, il n'y a pas de scandale. On est assez ok avec ça. Vous le savez aussi, chaque mois, chaque début de mois, on a des trophées officiels qui sont balancés par la NBA. Alors à la fin de la saison, on aura comme d'habitude les MVP, Rookie de l'année, Sophomore, ça c'est nous qui plutôt l'avons créé, la progression, le 6e homme, le défenseur, le coach. Il y aura plein de trophées qui vont être balancés. À ce propos, sur le mois de décembre, Grand Classique, nous ferons une update sur les trophées avec Monsieur Alexinator en direct des poufs. Et donc on vous attendra à fond parce qu'on fera un point sur tous les trophées avec notre vote au moment où on parle. Mais donc en chaque début de mois, eh bien, vous le savez, il y a des petits trophées qui sont distribués par la NBA. C'est simple, le rookie, le joueur et le coach du mois. Et donc, on va tout de suite commencer par les jeunes. Car oui, s'il y a des fans du Heat et du Thunder dans la place, vous pouvez bien évidemment flexer et bomber le torse. Bravo à Chet Holmgren, très très gros début de carrière de Chet Holmgren avec le Thunder et de Jaime Aimé Jacquet, comme j'aime bien l'appeler, Jaime Jacquez Jr., qui a fait le travail. Excellent début de carrière de la part de ces deux garçons, bravo. Hein. Si vous avez suivi un petit peu les matchs de ces deux joueurs, c'était très très solide. Chet Holmgren, on le voit là, il y a 18 points, il y a 8 rebonds et 2 contres, mais comme vous l'avez très bien vu, notamment sur les réseaux, et on en a beaucoup parlé sur les 20 premiers matchs du Thunder. Il faut dire aussi les pourcentages. Hein. Chet Holmgren qui est en train de s'installer gentiment dans le club des joueurs en 50, 40, 90. 50% au tir, 40% à 3 points et 90% en lancer. D'une efficacité royale et remarquable. Pour un joueur de première année, Chet Holmgren, c'est impeccable des deux côtés du terrain pour un très très bon Thunder, on va pas se mentir. Dans la conférence Est, Aimé Jacquet, Jaime Jacquez, qui a montré que toute son expérience, hein, il a fait la fac à UCLA et c'est pas un jeune qui a juste 16 ans et demi, hein, Jaime Jacquez qui est là depuis longtemps en NCAA, qui est arrivé, hashtag hit culture, aucun problème d'adaptation pour Jaime, qui a tout de suite montré, même avec quelques petites minutes, je crois qu'il a eu aussi de la petite titularisation, on a vu un Jaime qui n'a pas eu de problème à s'intégrer à l'NBA, on l'avait même eu en Summer League, où ça allait très très bien pour lui. Eh bien il confirme. Est-ce qu'il y a des rookies un petit peu dont on n'a pas trop parlé et à qui vous voudriez faire une petite dédicace, parce que Chet Holmgren a été énorme. On a parlé beaucoup de Wemby, on va parler de Wemby. Là, il y a Jaime qui a été très très fort. Osar Thompson qui débarque tout de suite. Merci avec Marcus Sasser tout de suite dans le chat. C'est vrai que Osar Thompson méritait potentiellement d'avoir ce trophée de rookie du mois. On a vu du très bon Bilal. On a vu Keyonte George. Impeccable, on en parlait dans la preview du Jazz, dans les 30 prix en 30 jours, on le voulait titulaire. Il est titulaire, on a vu ce que ça donne. Très très bon début aussi de Derek Lively, tout à fait, avec Dallas, Jordan Hawkins, quelle gâchette à New Orleans. On a vu aussi Pods du côté de Golden State qui essaie de gratter des minutes. Mais c'est vrai qu'on a des garçons qui doivent un petit peu plus creuser leur place. Je vois Jarras Walker qui a été mentionné. Malheureusement, Jarras Walker, c'est pas un début de carrière extraordinaire. Il va falloir bien bosser et faire sa place chez nos amis les Pacers. Cason Wallace, qui fait aussi partie des meilleurs rookies sur cette QV. Non, c'est du très très solide de la part de nos amis donc de cette draft 2023, bien représenté. Alors certes, Chet Holmgren est de la draft précédente, mais on a un très très beau début sur en tout cas cette course rookie de l'année. On a hâte de voir Monsieur Wemby rattraper tout ça. Je préviens donc pour celles et ceux qui s'installent à l'instant qu'on en reparlera dans la suite de cette émission. Je vois qu'il y en a qui trollent avec Ben Simmons, très très grand rookie Ben Simmons, puisqu'il est rookie depuis 6 ans. Maintenant, c'est bien connu. Ensuite, après avoir fait les rookies, eh bien on va passer aux joueurs.
Y a-t-il scandale, y a-t-il pas scandale? Je demande l'avis du peuple. Félicitations à messieurs Nikola Jokic et Jason Tatum qui ont été nommés joueurs du mois en NBA respectivement pour les conférences Ouest et Est. Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur le chat? Ça y est, Tatum majuscule avec 45 points d'interrogation. Ah ça y est, on dirait que le mec était à 12 points de moyenne pour une équipe qui était avant-dernière de la conférence Est. Alors, c'est vrai qu'il y a tout un débat avec monsieur Joel Embiid et je veux bien justement vos avis. Est-ce que vous auriez voté Tatum ou est-ce que vous auriez voté Embiid? On va commencer par la conférence Est, puisque Tatum est à 28 points, 9 rebonds et 4 passes pour une équipe de Boston qui est donc très bien classé dans sa conférence Est. Il y en a qui me parlent de Giannis, il faut prendre évidemment tous les résultats en compte, notamment les résultats collectif, et c'est vrai que là-dessus, il y a un petit avantage pour notre ami Jason Tatum. Regardez, si je dis pas de bêtises, on va dans la conférence Est et Boston numéro 1 avec 15 victoires en 19 rencontres. Philly qui a un petit cran en dessous. Il y a eu d'ailleurs de la confrontation entre les Celtics et les Sixers, et puis les Bucks qui ont eu un petit peu de retard à l'allumage. On va pas se mentir quand même, c'était pas incroyable en sortie de starting block. Donc bon, voilà, vous me dites, mais pour remettre les stats, Jason Tatum, il y a dessus aucun débat, on me dit, avec Embiid ou quoi que ce soit. Jokic a plié le game depuis 3 ans. Bon, ça, c'est d'autres débats, on le sait. Les gens veulent tout de suite partir en freestyle. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il y aura toujours cette confrontation entre Tatum et Embiid. Énorme début de saison de Joel Embiid, à n'en pas douter. Mais on va voir, on sait aussi que ça le motive. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Je crois qu'en décembre, il a commencé à rouler sur tout le monde, Joel Embiid. Et ça s'est terminé avec un trophée en 3 lettres. Côté conférence Ouest, c'est quoi sinon? C'est Shai? C'est Luka? C'est Anthony Edwards? Est-ce que vous l'auriez donné à Anthony Davis, Luka Doncic, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexanderovic? Je pense qu'il n'y a pas trop de problème sur la production de Nikola Jokic, puisque c'est tout simplement en total le meilleur passeur, rebondeur et passeur et scoreur de la NBA à l'heure actuelle. 29 points, 13,2 rebonds et 9,2 passes, il est incroyable. On a eu du très bon Kevin Durant, merci aux copains qui le balancent dans le chat. Sauce God, Shai, c'est vrai qu'il a été assez énorme. Il y a eu de l'absence aussi de Shai Gilgeous-Alexander, si je dis pas de bêtises. Et puis je crois que les bilans ne sont pas non plus si distancés que ça, puisque nous avons un Thunder à 13 victoires en 19 matchs et les Nuggets qui sont à 14 victoires en 21 matchs. Ça a beaucoup joué. Du côté de Denver, à mon avis, ils ont bien hâte d'appuyer un petit peu sur le bouton pause, comme on le dit. Dans tous les cas, ce sont donc messieurs Nikola Jokic et Jason Tatum qui repartent avec ce trophée. Les retrouverons-nous en finale NBA dans quelques mois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça va motiver beaucoup de personnes. On termine enfin avec les coachs, puisque très souvent, ce qui se passe, c'est que si les joueurs n'ont pas été récompensés ce qu'on voulait, on les retrouve souvent chez les entraîneurs. Et donc, félicitations quand même à 2 excellents entraîneurs qui ont fait des très bons débuts de saison. S'il vous plaît, merci d'applaudir dans le chat messieurs Chris Finch et Jamal Mosley, parce que souvent, on envoie un maximum d'applaudissements et de likes et de commentaires sur les joueurs, ce qui est logique puisque ce sont eux les joueurs qui nous font vibrer et mettre debout tous les soirs. Mais quand même, Chris Finch, bravo, excellent début de saison avec les Wolves, meilleure défense de toute la NBA, excellent ajustement à l'absence de Jaden McDaniels, une très belle capacité collective à jouer dur tous les soirs. Les Wolves, c'est bien car Anthony Towns a sa place, Anthony Edwards a sa place, Rudy Gobert est au top. Regardez les Wolves en ce moment, c'est un petit peu avoir l'impression de regarder un contender, et donc ça c'est formidable pour notre ami Chris Finch qui a donc, pour moi, très logiquement récupéré le trophée de coach du mois. Oui, on aurait pu donner des petits shout-outs à monsieur Ime Udoka qui fait des bons débuts avec les Rockets, mais c'est chacun qui le jauge. On aurait pu aussi dire bravo à monsieur Marc Daigneault qui a démarré très fort avec lui aussi certaines absences. Il y a du Jane Williams notamment qui a été absent. L'intégration de Chet Holmgren. Mais bon, voilà, on va pas non plus chier dans l'assiette, comme on dit chez moi. Et justement, sur cette touche de beauté et de volupté, on enchaîne dans la conférence Est avec monsieur Jamal Mosley. Formidable, là aussi. Orlando, la véritable darling de ce début de saison. Deuxième de la conférence Est, au moment où on parle. Incroyable. Orlando, excellente défense, hustle, jeu collectif. Les frères Wagner, Cole Anthony, Jalen Suggs, LeBron et Wade, un énorme Paolo Banchero aussi qui fait le travail. Non, c'est très bien, de la part de monsieur Jamal Mosley et donc de Chris Finch. Voilà, on les retrouvera donc ces différents trophées, rookie de l'année, rookie du mois, joueur du mois
et coach du mois. Ce sera début janvier, hein, quand on sera tous en train de se dessouler la gueule et qu'il y aura plein d'apéros comme d'habitude dans vos petits écrans, n'est-ce pas? Pour enchaîner sur les petites infos, je rappelle donc qu'il y a eu une magnifique ligue du TTF Lab. Si vous jouez à la TTFL et que vous ne suivez toujours pas le Trash Talk Fantasy Lab, vous suivez, vous foncez. Et un petit bravo à Cédric qui a remporté la ligue des 50K followers du TTF Lab. Allez-y, je rappelle et j'en profite que cette semaine, il n'y a pas de Trash Talk Fantasy League. Je le dis haut et fort et je le répéterai, on en a parlé au tout début de saison, c'est pas contre vous, c'est pas contre la NBA, c'est pas contre le jeu, c'est simplement que c'est la première année du In-Season Tournament et donc c'est comme le play-in, on sait pas trop quoi en faire, c'est des stats qui ensuite partent dans l'immensité de l'oubli et donc on sait pas trop encore comment est-ce qu'on va faire par la suite, est-ce qu'on l'intègre dans la saison ou est-ce que c'est un break? Ce qui est sûr, c'est qu'on va bientôt annoncer les vainqueurs de chaque petite partie puisque la saison de TTFL est désormais divisée en 3 parties, la reprise de fin octobre donc les phases finales du In-Season Tournament, puis ensuite le petit virage du milieu, hein, vous le connaissez là, à peu près de mi-décembre jusqu'à mi-février avec la pause du All-Star Weekend, et puis on terminera avec le dernier virage, c'est la course au playoff ou la course au tanking, chacun fait ce qu'il veut. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la TTFL. Moi, j'ai complètement chié évidemment ma semaine dernière puisque j'avais pris Luka Doncic le soir où il devient papa. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un 0. Super, merci. Comme quoi, les gens qui créent des super jeux sont parfois extrêmement nuls. Hein. Je me demande si le mec du Monopoly était très très fort à ça. Ça, c'est une autre histoire. Petite stat pour enchaîner, hein, parce qu'après on va parler un petit peu des sujets dont je voulais vous parler ce soir. J'espère que vous êtes tous bien installés. Hein. On a démarré pour ceux qui ont pris le train en route. On a fait surtout les premiers trophées avec, sur les mois d'octobre et de novembre, donc Chet Holmgren et Jaime Jaquez qui ont été élus rookie du mois de novembre en NBA, puis Nikola Jokic et Jason Tatum élus joueurs du mois d'octobre et de novembre de Thanksgiving. Et puis ensuite, messieurs Chris Finch et Jamal Mosley en tant qu'entraîneur. Avez-vous vu passer cette info que j'ai envoyée aujourd'hui sur les réseaux? Oui, c'est réel. On avait vu cet été une règle implantée en NBA qu'on appelait un petit peu la Clippers Rule ou la Kawhi Rule. Vous savez, c'était passé un peu discrètement et puis certains en avaient parlé comme ça avec un coude sur le bar, un peu accoudé comme ça en mode ouais on va voir un petit peu l'espèce de load management rule, on voulait voir si justement ça allait impacter des joueurs. L'idée était d'éviter que les stars aient du repos et prennent un petit peu le calendrier pour un espèce de c'est quoi, c'est un démineur, ouais je serai là mardi, je suis pas là jeudi, je serai là samedi, je suis pas là dimanche. Ça a tendance à un petit peu gaver notre ami Adam Silver qui a commencé à dire pour avoir des récompenses notamment sur les trophées individuels, pour avoir ensuite des bonus, suivez-moi le portefeuille, il faudra participer à un minimum de rencontres. Et donc ça demande à un joueur comme Kawhi Leonard de participer à des rencontres. Mesdames et messieurs, Kawhi Leonard a loupé 0 match cette saison. Kawhi Leonard a loupé 0 match cette saison, 19 matchs possibles pour les Clippers, 19 participations, donc bien évidemment, je viens de lui poser un curse, il va se blesser cette semaine, mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une bonne nouvelle à la fois pour lui, à la fois pour nos amis les Clippers, et puis un petit peu pour cette règle, puisqu'on voit pas mal de joueurs quand même, j'ai envie de dire serrer les dents et jouer. Tous les soirs, on voit Kawhi et Paul George, c'est quand même assez appréciable. Je sais pas si on peut dire que c'est la règle qui a commencé à halluciner les joueurs et ils se sont dit non vraiment je vais jouer à fond parce que je crois que Kawhi c'est un basketteur, un compétiteur, il a envie de jouer. Mais je serais pas vraiment surpris s'il y a eu un push de la part de certains général managers et entraîneurs qui ont dit frère ça suffit, tu nous mets une thalassothérapie tous les week-ends, c'est bon là. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant de voir Kawhi Leonard rejouer au basket. On ne va pas non plus l'applaudir pour faire son travail, hein, ça va, hein. Moi je me lève pas tous les matins avec des gens qui me disent ouais, tu tweets trop bien, c'est génial. Mais il s'avère que Kawhi, ça fait plaisir puisque la dernière fois qu'on l'a vu participer à 19 matchs de suite, eh bien c'était là. J'ai été fouiller dans les stats de Kawhi Leonard de tout à l'heure. J'ai fait du saison par saison et je voyais des petites bribes, des petits 9-10 matchs joués, puis une absence. 7 ou 8 matchs, puis une absence. 11 ou 12 matchs, puis 2 absences, puis 3, puis un trimestre absent. Et en fait, la dernière fois qu'il a joué à 19 matchs de suite, c'est les playoffs. C'est les playoffs, j'ai pas d'autre chose à vous dire que ça. Regardez, si on va jusqu'au bout du délire, je vais taper quoi? Je vais taper Kawhi Ref. Excusez-moi, je le fais en direct, hein, comme ça vous pouvez participer à ce grand moment de recherche sur les internets. Vous êtes sur la fiche de Kawhi Leonard et puis là je suis allé voir tout simplement sur sa fiche 2018-2019.
quand il avait 27 ans. Ah, c'était beau. Et puis là, il y a toujours des petits trous, hein, parce que regardez, on voit là quand c'est blanc, c'est inactif, c'est que ça joue pas. Hein. Vous voyez que là, bah, les Raptors faisaient du load management. Pardon. Ils avaient récupéré Kawhi Leonard dans un transfert avec les Spurs, hashtag DeMar DeRozan et Jakob Poeltl, plus un pic envoyé à San Antonio, quelle belle carotte, mais bon, c'était comme ça. Et donc, vous voyez, il y avait des petits trous, il y avait des 7-8 matchs comme ça. Et puis, au moment où on est arrivé en playoff, bah, Kawhi, il a activé le mode vraiment méchant, vous allez le voir, hein. Boum, là on démarre en playoff, et puis bah là, ça serre les dents, hein, tout simplement. Ça serre les dents, et donc Kawhi Leonard qui nous a fait les playoffs qu'on connaît avec d'abord le premier tour contre Orlando, puis cette série folle avec le Game 7 contre Philadelphie, avec ce shoot au buzzer, hein. On oublie que Kawhi Leonard, il prend quand même la bagatelle de 39 tirs sur ce match 7 hein, contre Philadelphie. C'était assez fou furieux. Et puis après, bah, on sait, hein, ça a terminé Giannis en finale de conférence. Puis tabassé les Warriors d'un Kevin Durant qui va se faire le tendon d'Achille. Donc voilà. À l'époque, il avait joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est le début de la série contre Milwaukee. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bon, à peu près 24. Hein, donc, on espère que Kawhi va atteindre la barre des 24 matchs joués. S'il dépasse les 24 matchs joués consécutifs, oh bah alors là, on fait une teuf. Mettez une bannière hein, au plafond des Clippers. De toute façon, ils n'ont que des bannières de division. Hein. Ça, c'est gratuit. De toute façon, un jour, je tomberai sur les Clippers aussi. Mais bref, des bonnes nouvelles pour Monsieur Kawhi Leonard. Alors, on va commencer cette première grosse partie avec un point vraiment sur la NBA au bout de 25% de matchs joués. Car oui, celles et ceux qui l'ont peut-être remarqué, nous arrivons gentiment au plateau des 20. Le plateau des 20, c'est quoi? C'est pas le plateau d'épinards, c'est tout simplement le plateau des 20 matchs joués. Ça y est, hein, on le voit. Tout le monde commence à atteindre ce plateau. Le Magic qui est à 20 matchs. On avait parlé des Nuggets qui avaient dépassé même la barre des 20 matchs. Alors regardez, ils en ont joué 21. Tout le monde se rapproche un petit peu de cette vingtaine avec des bilans tout à fait différents. Hein. Les Spurs qui ont par exemple 16 défaites en 19 matchs. Et puis on a de l'autre côté hein, les Celtics qui cartonnent avec 15 victoires en 19 rencontres. Eh bien, l'idée c'est donc de faire un point sur plusieurs choses. J'en ai parlé notamment sur Twitter. Et je voulais surtout prendre cet instant pour revenir sur ce qui se passe notamment au bout de 20 matchs dans la NBA d'une manière générale. Retour en arrière. Si vous vous souvenez de la saison passée, je vous mets ci-dessous le classement NBA au bout de 20 matchs l'an dernier. Allez, 20, 23, 24 matchs. Hein. Regardez, on en était là, c'était le 4 décembre, tout simplement. L'année dernière, alors il y a un peu plus de matchs joués puisque la saison a été démarrée une semaine plus tard hein, cette année. Mais donc, comme vous pouvez le voir, il y avait quelques petites anomalies. Qui se souvient du début de saison de nos amis les Pélicans ? Souvenez-vous les Pélicans, Zion Williamson, c'était un énorme match face aux Phoenix Suns, tout le monde en parlait, c'était un mec qui était dans la conversation MVP, on était comme des fous. Furieux, on ne savait pas encore ce que ça allait donner les Pels, on se disait personne ne veut jouer cette équipe au premier tour des playoffs. Et puis bah la suite, je vais vous la montrer, on va le faire pour plusieurs équipes. Ça s'appelle le classement final. J'ai donc mis dans un onglet le classement au 4 décembre et ensuite le classement au 15 avril. Et donc, vous le voyez pour les Pélicans, eh bien, ce qui avait très très bien démarré a terminé un petit peu en eau de boudin, on se souvient, hein, c'était un peu compliqué pour l'équipe de Brandon Ingram et compagnie, beaucoup de frustration. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'on va faire plusieurs équipes hein, pour vous rappeler ce qui s'est passé, mais pour vous dire qu'il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant ce qui est en train de se passer. Alors Boston avait bien démarré, Boston a assez bien fini, hein. Milwaukee c'était très bien aussi, Cleveland, Atlanta avait démarré fort. Souvenez-vous, hein, Atlanta 1, 2, 3, 4, Atlanta qui est top 4 de sa conférence au bout de 23 matchs joués. Et puis bah, les Hawks, on les a vus terminer derrière beaucoup de monde, hein. Il y a Miami, Brooklyn, New York notamment et Philadelphie qui sont passés devant. On avait justement un début de saison timide de la part du 8 et des Knicks, ça s'est vachement bien redressé. Souvenez-vous ce qui s'était passé hein, avec Tom Thibodeau qui avait pas non plus clashé Evan Fournier, hein, mais qui avait clashé notamment certaines rotations et des joueurs qui étaient sortis de la rotation des Knicks. Eh bien on le voit, hein, les Knicks avaient démarré en 11 victoires, 13 défaites, et puis ça a terminé très très fort, 47 victoires pour 35 défaites. Donc voilà, vous pouvez voir que lorsqu'on est sur ces 20%, à peu près 25% de la saison, il ne faut absolument pas se baser là-dessus. Alors il y a des choses qui se sont confirmées, hein, regardez, tout en bas de la conférence Ouest, Spurs et Rockets, je crois qu'on a été pas mal. Spurs et Rockets, ça avait très mal démarré, ça a très mal fini, là-dessus ça ne bouge pas.
On a eu les Pacers qui avaient vachement bien démarré la saison dernière. Ça, c'était vraiment très stylé. Et puis, on le sait, il y a eu de la blessure de Tyrese Haliburton. Il y a eu des complications au niveau des rotations. Et puis, les Pacers ont décidé plutôt d'aller à la draft. Et ils ont récupéré Monsieur Jarras Walker. Qu'est-ce qu'on voit dans la conférence Ouest ? On voit que notamment nos amis, oh là là les Lakers, oh là 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 les Lakers, c'est vrai que qu'est-ce que ça avait mal. Mais oui, c'était l'époque avec Westbrook et Beverley. Eh oui, souvenez-vous, pas de Beverley qui se ramène à Boston avec l'appareil photo, qui se prend une technique, Westbrook qui se fait transférer par la suite et tout, c'était n'importe quoi. Et c'est vrai que les Lakers à l'époque, ça avait très mal démarré. Bon, ça n'a pas non plus fini en trombe, mais quand même, hein. Tu finis en 43-39 alors que tu avais démarré quand même en 10-12. C'est vrai que c'était assez chaud. Les Nuggets en mode diesel, tout à fait, un 14-9. Et puis ça a fini tout en haut de la conférence Ouest. Attention, mon cher Alex, il le sait. Ne pas démarrer trop tôt, les Suns étaient là. On parlait de Devin Booker en potentiel MVP. Et puis on sait ce que ça a donné par la suite. On a eu un petit transfert, hein, peut-être que ça vous dit quelque chose, avec notamment Michael Bridges et Cam Johnson qui sont partis. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est un petit peu se rappeler qu'il y a des classements à prendre en compte et des choses qui vont se cimenter et d'autres qui ne vont pas se cimenter. Et justement, on fera une émission là-dessus avec Alex, petit teaser, je me permets. Prochainement, j'ai proposé une émission à Alex et à Léonce sur celles et ceux qui mentent sur leur début de saison. Alors, on fera une émission complète, mais je veux juste prendre la température des gens qui m'écoutent là. Si je vous montre là le classement actuel, selon vous, c'est qui ment le plus sur son début de saison? Là, il y a une équipe, là, vous dites, ah, c'est du gros mensonge, là, je veux rien savoir. Là, franchement, tout ça, ça va s'écrouler à la mort. Je ne peux pas y croire une seule seconde. Est-ce que c'est donc Orlando? Ou ça, là-dessus, ça va très clairement s'écrouler. Est-ce qu'on va avoir un comeback de nos amis les Bulls? Peut-être. Hein, dans la conférence Est, on voit ça. Je vous demande d'abord ce que ça donne à l'Est. Miami, hein, on voit que ça se travaille. Mais oui, mais Miami, ça va donner quoi? T'es 7ème, tu vas terminer quoi? Top 3? Le Heat va remonter. Ça, on le sait. Le Heat, c'est sûr. Le Heat, dès que le printemps se pointe, ça joue comme les Bulls 96. Ça, c'est sûr. Mais à voir dans la conférence Est ce que ça peut donner. J'avoue que Orlando semble être le client le plus safe pour changer de tonalité. Et puis attention, on le sait, il peut y avoir des gros transferts. Je vous parlais à l'instant là de KD versus Michael Bridges et Cam Johnson. Il y a peut-être une équipe de l'Est là qui va faire un gros transfert à la deadline et qui va chambouler le classement. Je sais pas moi, les Bulls, si ça se trouve, ça va faire des dingueries. Je suis fan des Bulls et je vous le dis, on remontera que dalle. Voilà, je suis extrêmement d'accord avec ce fan de Chicago qui, à mon avis, représente formidablement bien une fanbase dont je vais peut-être m'occuper, tiens, un de ces quatre, les Bulls. Bien frustrante comme franchise. Allez, dans la conférence Ouest, on fait pareil, le petit jeu des mensonges. Selon vous, y a-t-il une équipe qui ment sur son début de saison? Et on a envie de dire, hop, les gars, là, faut arrêter d'y croire. C'est absolument n'importe quoi. Qui est en mensonge? Qui est en mensonge? Le Thunder est en mensonge, on me dit? Oh. Alors peut-être que le Thunder est en mensonge sur le fait d'être deuxième, mais le Thunder, attention. Attention à ce que ça peut donner. On va voir aussi ce que ça peut donner sur toute la durée pour les Wolves. Il y en a qui me mettent Dallas dans le chat. Moi j'ai l'impression que évidemment le plus gros mensonge c'est Memphis, parce que oui il faut le faire, le mensonge c'est à deux, c'est positif comme négatif, hein. Memphis c'est quand même du mensonge là. Oh, les Grizzlies, on va pas me faire croire que ils vont nous faire ça toute la saison. Même Golden State, franchement, je sais que je suis peut-être un des rares résistants encore sur le bateau des Warriors, mais j'ai l'impression que... Voilà, on va voir. Allez, Golden State, moi j'y crois. Et puis Memphis, ça va remonter, ça. C'est des diesels. Ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Ça demande un peu de temps, c'est la moindre des choses. Maintenant, vous l'avez vu, j'ai balancé sur Twitter des petites stats. Et notamment, je voulais en discuter avec vous, car nous avons un point à 25% de la saison. Et notamment sur les attaques et les défenses. Est-ce que vous saviez que Indiana était la meilleure attaque de toute la NBA alors qu'on a joué 25% de la saison? Ça y est, on peut faire le point, 25% de la saison est jouée, 20 matchs sur 82, bon bah ceux qui savent pas diviser 80 par 4, c'est votre problème. Indiana est donc numéro 1 de toute la NBA avec une attaque complètement folle, regardez les ratings, ils sont à 124 de offensive rating, Indiana est deuxième, Philadelphie est deuxième, bien Nick Nurse, l'effet Nick Nurse. Effet Nick Nurse ou pas effet Nick Nurse? Effet Therese Maxey, Kelly Oubre, Nico Batum? Ce qui est sûr, c'est que Philadelphie, ça attaque vachement bien pour une équipe qui avait besoin justement de s'ajuster cet été. Atlanta, ça cartonne, ça y a pas de problème. C'est juste dommage qu'il y ait deux côtés du terrain, comme on dit. Ok, ici, on va y revenir dans quelques minutes parce que ça attaque fort, mais ça défend très fort aussi. Milwaukee, en soi, je sais pas vous, mais
je veux bien voir l'avis des gens si vous avez regardé des matchs des Bucks cette saison. Parce que Milwaukee, statistiques, top 5 attaques, ressenti visuel, on est d'accord. Premier, on me met moche tout de suite. Alors, je sais pas si on dirait moche, mais franchement, chapeau à Adrian Griffin, on est d'accord. C'est pas super beau. Je sais pas si on dirait que c'est horrible. Hein. Je vois qu'il y a des dégueulasses et des horribles dans le chat, j'irai pas jusque-là. Mais c'est quand même fou. C'est que les mecs, ils ont quand même la 5e meilleure attaque, en tout cas la 5e attaque la plus efficace de ce début de saison. Et on s'aligne sur le fait que c'est pas top. Donc, est-ce que c'est flippant pour la suite et on va avoir des Bucks qui vont faire encore mieux? Ou est-ce que c'est une espèce de mensonge statistique, mais en fait on va voir à quel point c'est un peu chelou et que l'impression visuelle va être rattrapée par les statistiques? Ce qui est sûr, c'est que c'est assez flippant de voir cette marche que peut avoir Milwaukee parce que on est aligné sur le fait que c'est quand même des Bucks pas super jojo. Et je vois un petit peu, ça dit quoi là, juste dans le chat, là il y avait un commentaire qui était pas mal. Je regardais tous les matchs des Bucks, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire avec la balle. Ben c'est ça. Et on est d'accord, Moi aussi je me suis bouffé une palanquée de matchs des Bucks, et il y a de la marge. Brooklyn, c'est pas mal. Brooklyn pareil, il y a beaucoup d'absents, Brooklyn. On n'a pas pu compter sur tout l'effectif. C'est bien Jacques Vaughn, ce qu'il réussit à faire avec son effectif. Beaucoup de mouvements de balle, beaucoup de générosité, notamment dans la circulation du cuir. Boston, ça repart. Évidemment, Joe Mazzulla, pas de problème. Très très belle intégration de Kristaps Porzingis, on espère le revoir donc cette semaine pour celles et ceux qui ont vu les infos. Très bonne intégration de Jrue Holiday. Pas de problème, Boston, ça reste efficient en attaque. Phoenix, les mecs, ils ont un des types les plus efficaces de l'histoire de l'humanité, Kevin Durant. Mais même autour de ça, parce qu'on dit souvent KD. Et puis quand même, chacun trouve sa place. On regarde avec les Yusuf Nurkic, que j'ai beaucoup critiqué, mais il faut aussi rendre hommage aux joueurs lorsqu'ils sont bons et efficaces. Et bien c'est le cas de Youssouf. On a aussi un très très bon Grayson Allen par moment, on a eu du très bon Goodwin, on a eu les bons rôles donnés au Keita Bates-Diop, au Josh Okogie, à différents garçons. On ne peut même pas encore trop compter sur ni Bradley Beal ni Devin Booker, donc c'est assez cool pour Phoenix. Il y a une belle petite marge. Et puis Dallas et Denver, je pense que personne n'est étonné là-dessus. Je pense que le plus étonnant, c'est si Dallas et Denver ne sont pas dans le top 10 offensif. Ça joue très bien, sachant que Denver est top 10 sans avoir trop pu compter sur monsieur Jamal Murray. C'est ça qui est assez hallucinant avec Denver. Mais bon, t'es dans la continuité de ton titre, donc Aaron Gordon, Nikola Jokic, Michael Porter Jr., ça cartonne avec KCP et toute la clique. Donc voilà, y a-t-il une équipe qui n'est pas dans le top 10 et où vous trouvez ça bizarre? Une grosse cylindrée offensive où vous vous dites merde quand même, impression visuelle c'est complètement fou, mais ils y sont pas. Je regarde un petit peu dans le chat ce que ça me dit en termes de ressenti dans les Spurs. Malheureusement non, les Warriors pareil, je suis désolé, les Warriors. Ah non, Warriors, non. Efficacité offensive, donc ça veut dire que tout le monde doit rentrer ses shoots et il faut pas perdre trop de ballons. Golden State c'est compliqué. Les Knicks l'année dernière étaient super forts. Les Kings c'est vrai. Les Kings, on va très très vite les retrouver dans les hauteurs des meilleures attaques. On le voit avec De'Aaron Fox notamment qui est élu joueur de la semaine. Quand De'Aaron Fox et Domantas Sabonis sont là, Malik Monk, Kevin Huerter. Il y a eu des absences aussi qui Murray. On le sait, en termes d'efficacité, il apporte cette touche, notamment à l'extérieur et dans le mid-range, très très fort. Donc les Kings vont revenir, les Bulls, malheureusement, je ne les vois pas trop. Les Rockets, attention, ça ne fait pas partie de leur gros point fort. On va reparler après de défense notamment parce que Houston a élevé son niveau défensif. Orlando, compliqué. Les équipes comme Orlando, les équipes qu'on a taclées au shooting, Orlando, Houston, tout ça, dans les previews, ça va être compliqué de vraiment aller chercher le top 10. Il y a quand même des cylindrés, désolé. Regardez ce qu'on a. Tyrese Haliburton, Joel Embiid, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo, le mouvement de balle des Nets parce que c'est global, Jason Tatum, Kevin Durant, Luka Doncic, Nikola Jokic. En gros, il faut que tu aies un joueur suprême à l'attaque. Suprême. Je veux pas discuter. Oui, peut-être que les Lakers vont remonter, mais il faut du suprême. Déjà, de base, il faut être suprême en attaque, donc très franchement, je pense qu'il faudra beaucoup cravacher pour certaines équipes afin qu'elles intègrent ce top 10. Très joli top 10. Vous le savez, on aime bien anéantir les gens. Et donc rien que pour vous, évidemment, qui dit top 10 dit aussi bottom 10. Eh oui! Faisons place, mesdames et messieurs, aux 10 pires attaques de toute la NBA. Elles sont là, 25% de la saison jouée. Et
le trophée, la palme d'or, la médaille des numéro uno. Bravo aux Blazers qui donc attaquent n'importe comment. Merci Sean Sibilos. Bon, après la faute a pas de chance aussi, hein, le pauvre. Anthony Simons n'est pas là. Scoot Anderson, attention. Attention Scoot Anderson. On va donner du temps, mais attention. Pas de Anthony Simons. Bravo, voilà, un trophée pour les fans de Portland, ça fait plaisir. Pire attaque de toute la NBA en termes d'efficacité, 106,99, c'est terrible. Memphis, hein. Memphis les deux. Hein. Memphis ressenti et efficacité. Hein. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Pareil pour San Antonio. De toute façon, je crois que le top 4. Hein. Le top 4 en termes de ressenti et stats. Il y a peut-être Chicago, tiens, et on va en reparler Chicago. Mais en termes de ressenti plus stats, je crois qu'il n'y a pas trop de débat. Hein. Portland, Memphis, San Antonio, Détroit, on pleure des larmes de sang. C'est vraiment terrible sur ce début de saison. San Antonio, on n'a pas arrêté de chialer. Memphis, ça a été hyper compliqué. On attend le retour de Ja Morant. Portland, on va avoir le retour d'Anthony Simons. S'il peut avoir un petit groupe autour de nos amis de Portland dans l'Oregon. Et puis... Détroit que j'ai anéanti l'autre jour évidemment sur Twitch, vous pouvez retrouver le replay de cette exécution publique hein, sur YouTube. Les Pistons, c'est absolument atroce et on en reparlera d'ailleurs dans la suite de cette émission. Le reste du top 10, les Lakers, équipe qui n'est pas très efficace en attaque sur ce début de saison. Aïe aïe aïe, les premiers cartons atroces, les rebonds qui sont laissés, les rebonds offensifs notamment, les Bulls, oh là 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 là, les Bulls. Les Bulls que c'est atroce, désolé. Pourtant, hein, je me permets de le glisser, les Bulls, les derniers matchs là, le match contre Milwaukee, sans Zach LaVine et DeRozan, le match contre New Orleans, sans Zach LaVine, vous faites ce que vous voulez. Je ne veux pas faire de conclusion hâtive, je dis juste, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est sûr et certain, c'est que Chicago, ça attaque très mal, merci Billy Donovan. Toronto, hein, Toronto, c'est pas faute que Rakovic essaye, hein, mais putain, Toronto, je crois que... Un jour, Toronto va faire une grande saison au shoot à 3 points. Et franchement, je pense que je vais en faire une émission entière. En hommage au shooting extérieur à Toronto. Putain, mais c'est pas possible. Toronto, franchement, c'est 2 saisons de suite où ils shootent bien les types. Et franchement, c'est la fête nationale, quoi. Salut à tous, je suis en semestre à Détroit. Je découvre la NBA avec eux. Ils sont très attachants dans la loose. J'ai été les voir contre les Warriors, Denver et les Lakers. C'est exceptionnel. Tu découvres la NBA avec les Pistons. Attends, il faut que je coupe le son. Mon ami, te fais pas de mal comme ça. C'est pas nécessaire. Il y a 30 équipes en NBA. Qu'est-ce que tu fous? Non, le chat, aidez-le s'il vous plaît. Non, franchement. Non, t'es en semestre à Détroit. Mais qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a forcé à vivre à Détroit? C'est pas possible. Il y a des Pistons qui vont penser que c'est une histoire personnelle. Non, mais franchement... Tu sais quoi, à la limite, les billets doivent pas être chers. Ah, voir Luka Doncic pour 18 €, moi je suis chaud. Hein, moi je pense que là-dessus, tu te fais un package Luka Doncic, Giannis et Shai Gilgeous-Alexander pour 60 balles. Moi je dis, bon, la soirée est nulle, mais t'auras vu des stars. Donc ça, c'est pas mal. C'est parce que je surveille le chat pendant ce temps-là. Hein. Pour terminer sur les équipes qui sont nulles, Cleveland. Top. S'il vous plaît, Cleveland. Non, franchement, parce que, excusez-moi, mais là, on a des équipes qui ne vont pas jouer grand-chose. Alors oui, Memphis, on attend le retour, mais on arrête... Portland, San Antonio, Détroit... Bon, Lakers, évidemment, ça joue quelque chose. Hein, mais Chicago, Toronto, etc. Cleveland, on nous a parlé de... Alors oui, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Donovan Mitchell, Caris LeVert et tout ça, pas de problème. Il y a eu des blessures. Mais oh, ça est là. On va devoir ressortir cet extrait là au premier tour des playoffs quand ils vont être incapables d'attaquer sur quelque chose d'à peu près sérieux défensivement. Non, c'est pas sérieux là. Il y a eu quelques bons matchs de la part des Cavs, quelques matchs rassurants. Il y a évidemment la défense, il n'y a pas de problème. Il y a eu des bonnes choses de la part de nos amis Craig Porter Jr., de Darius Garland, de la paire Evan Mobley et Jarrett Allen quand elle est sur le terrain, de Max Truss, pas de problème. Mais oh, non, la Cleveland, je vais devoir aussi rentrer dans le tas, hein. Attention. Hein. Si ça fait pas plus que ça là, si on se retrouve dans un mois et que les stats sont pas meilleurs, quelle équipe vous voyez sortir clairement de ce groupe? Les Lakers? Les Cavs? C'est qui doit sortir du top 10 là, hein? C'est qui doit sortir un petit peu les Lakers, clairement? Ouais, attention, hein.
Les Lakers, là, il faut sortir. Hein. Parce qu'en plus, ils sont pas 9e. Hein. Les gars, on s'applique. Oh. Il faudrait que Gabe Vincent joue et que ça artille. Parce qu'il y en a qui ont eu des pourcentages compliqués. Hein. Austin Reeves, les débuts de saison, c'était un peu... Enfin voilà, à rediscuter. On attend mieux de la part de nos amis les Angelinos. Qui dit attaque dit défense. Et donc on va rendre hommage aux très très bonnes défenses, puisque maintenant on s'est foutu de la gueule. Merci Pomme Parfaite, dis-moi dans la meilleure commu, saison compliquée pour le fan du Jazz que je suis, mais on croit au rebuild. Oui, on croit au rebuild à Utah. Il faut juste être patient. Preuve étant, vous avez une attaque nulle. Et on va en parler parce qu'en défense, c'est pas ça non plus. D'abord, avant de parler de nos amis du Jazz, on va rendre hommage aux bonnes défenses. Y a-t-il des fans des Wolves ou des Celtics ou du Magic dans la place? Voici les 3 meilleures défenses de NBA au moment où on parle, donc au bout de 25% de la saison jouée. Minnesota, pas besoin d'en reparler, on en a fait tout un apéro, il n'y a pas de problème. Boston pose les bases, Jrue Holiday qui arrive, tout va bien. Jrue Holiday effect, Milwaukee en défense, bof bof bof. Boston en défense, top, top, top. Bon, après, Boston, c'était déjà très, très bien. Hein. Mais là, ce qui avait été prévu en début de saison se confirme. Hein, quand tu as une perte d'Eric White avec Jrue Holiday et que derrière, tu dois compter sur les amis comme Porzingis ou Tatum ou Horford ou Jaylen Brown. Voilà. Je crois que la perte de Marcus Smart se vit assez bien à Boston. Voilà. Je ne dis pas qu'on va pas tous chialer quand il va revenir jouer, etc. Pas de souci, hommage et tout, cheveux verts, il n'y a pas de problème. Marcus Smart, dans le cœur à vie des fans de Boston, pas de problème. Mais oh, ça va, hein. C'est bon. C'est bon, Jrue Holiday, il est arrivé, il a fait « Ok, c'est bon, je prends la place. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. » Orlando, très très bien, donc qui fait le travail. Les Knicks. Alors, les Knicks... J'ai l'impression qu'une saison sur deux, les Knicks nous montrent un visage différent. La saison dernière, on vous avait montré à quel point l'attaque des Knicks était complètement folle. Les mecs étaient fous furieux offensivement. Ils avaient trouvé tous leurs axes. Jalen Brunson, Quentin Grimes et tout, ça passait trop bien. Mais alors là, Mitchell Robinson, il est en train de faire une saison de défenseur de l'année. De malade. Et tout ça avec un temps de jeu réduit. Hein. Mitchell Robinson fait un nettoyage de fou dingue. Et collectivement autour, c'est très très bien. Donc les Knicks, on retrouve les Knicks de Tom Thibodeau, alors que l'année dernière, c'était un petit peu les Knicks de Tim Tobody. Les Rockets, excellente défense, hein, les Rockets. Hein, Ime Udoka qui installe tout ce qu'il faut. L'impact de Dillon Brooks, l'impact de Monsieur Jeff Green, l'impact de Monsieur Fred VanVleet. C'est très très bien hein, pour nos amis les Rockets. Et puis, bah, mine de rien, hein, après quelques mois passés dans les profondeurs abyssales de la NBA, eh bien, le Thunder et les Rockets font partie des 5 meilleures défenses de la NBA, en tout cas sur ce début de saison. Et ça, c'est beau quand même. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, franchement. Le Thunder, très très bien. Donc, avec, vous le connaissez, hein, le grand Chet Holmgren. Et puis, autour, hein, des chiens de la case, des morts de faim. Hein, Kayson Wallace, Shai Gilgeous-Alexander, Monsieur Jalen Williams. Et puis, Lou Gensdort, comment ne pas en parler. Clippers, Lakers, ça défend bien. Les Cavs, donc, j'en parlais, qui sont là. Et puis, les Grizzlies, mine de rien. Les Grizzlies, et oui, qui sont dans le coin. Qui subsistent, qui résistent. En attendant le retour de Monsieur Ja Morant, bien évidemment. Quelle équipe va chuter, selon vous, de ce top 10 défensif hein? Je vous le demande à vous, experts et expertes. C'est qui un petit peu là l'équipe qui ment sur son gros début de saison défensif et qui va se relâcher un peu? On me dit les Rockets. Bah, je suis pas sûr, hein, parce que Houston... Bah, je comprends, tout le monde dit Rockets tout de suite, mais franchement, tant qu'il y a Dillon Brooks et qu'il y a des vétérans autour, je pense que Houston, ça va continuer. Hein. Clippers, je suis prêt à parier là-dessus, j'avoue. Attention. Attention les Clippers. Attention. Ça peut ne pas tenir. Je parierais sur les Clippers. Hein. Je suis pas certain qu'ils vont tenir là toute la saison avec un rating top 10 défensif. Si c'est le cas, c'est très bien, mais il va commencer à avoir des absences et tout. Attention. Maintenant qu'on a fait les équipes qui sont très fortes en défense, eh bien je vous propose évidemment de défoncer les équipes non barbelées. Eh oui, ça y est. C'est l'heure de rendre hommage aux véritables passoires, à ces équipes qui n'en ont rien à foutre, qui dormaient pendant les exercices défensifs. Félicitations aux Charlotte Hornets. Alors là, Charlotte, je dis félicitations. On était persuadé que ça finirait pour les Spurs, pour les Wizards ou pour les Pacers. Ouais, tout à fait, Spurs, Wizards, Pacers. Même les Hawks. Hein. Moi, Atlanta, j'étais en mode... Les Hawks, pour moi, c'est sûr. Les Hawks, bête d'attaque, défense atroce. Mais alors là, Charlotte... Voilà, exactement. Charlotte qui arrive à faire pire qu'Indiana, c'est pas un mince exploit. Parce que franchement, Indiana, ils en ont rien à carrer. Ils jouent à 8400 à l'heure. C'est n'importe quoi. C'est Java Basketball. C'est ouf. Le cirque absolu. Mais très bien, hein. J'adore Tyrese. Hein.
mais juste défensivement, ils s'encarrent. Et pourtant, ils arrivent quand même à avoir nettement pire de la part de nos amis, les Hornets. Félicitations donc aux Spurs, aux Wizards. Les Wizards, pas de souci, sauf quand Bilal est sur le terrain avec d'autres garçons, sinon ça ne défend jamais. Les mecs, ils ont quand même Danilo Gallinari pendant des longues minutes. Gallinari, là, défensivement, voilà. Si je me décale, là, j'ai dépassé Gallinari de l'épaule, tout simplement. Utah, ça va pas défensivement. Détroit, ça va pas défensivement. Dallas, ça attaque très bien, mais aïe, la triplette Luka, Jalen Hardy, Kyrie Irving, on le savait sur le papier, ça allait pas défendre des masses. Alors il y a quelques essais, Derek Lively, Max, d'autres garçons qui peuvent venir aider, mais c'est pas Grant Williams, mais c'est pas non plus foufou. Et puis Milwaukee, excusez-moi, mais Milwaukee, pardon, non mais les Bucks sont là, quoi. Vous vous rendez compte ? Les Bucks qui étaient une des murailles absolues. Alors on parle souvent de Jrue Holiday, je rappelle quand même qu'ils perdent Jrue Holiday et Grayson Allen dans le même été. Donc je sais que Grayson Allen qui coulole et tout, mais c'était quand même un sacré pitbull qui a été titularisé plus d'une fois. On voit qu'il y a des espaces plus importants, notamment sur les lignes extérieures. Donc à voir si notamment il y a du Damian Lillard, mais il y a aussi les mises en place de monsieur Adrian Griffin, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de Damian Lillard, c'est aussi un entraîneur qui doit tout mettre en place. Mais bon, les Bucks, il va falloir se rattraper, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'équipes championnes avec une bad défense, genre worst 10, bottom 10 défense. Voilà un peu pour ces équipes qui ont pas du tout défendu, franchement. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Et donc ça me mène à quoi ? Eh bien ça me mène à quelques trophées très très rares qu'on peut rendre enfin pour finir cette section. Il y a 5 équipes qui sont dans le top 10 des pires attaques et pires défenses. La couronne revient à San Antonio. 28e attaque, 27 défenses. Rien à foutre du basketball, c'est extraordinaire. On va en parler dans quelques minutes. Les Wizards, 20e attaque, ça attaque quand même. Kuzma, Avdija, Gallinari, tout ça, ça a du skill offensif avec Jordan Poole. Par contre, 28e défense, ça, il n'y a pas de problème. Nous avons aussi les Pistons, qui tiennent le regard avec nos amis les Spurs. 27e attaque, 23e défense. Ça, c'est très chaud. Les Bulls. Les Bulls, t'as des mecs qui sont là depuis 10-15 ans en NBA et ça démarre atrocement. 24e attaque, les Bulls. 24e attaque statistique, ressenti, ils sont 800e. Les Bulls, c'est affreux. 24e attaque, 21e défense. Pourtant, quel chantier fait par Alex Caruso en défense. Je pense que s'il n'est pas là, ils sont 30e, sûr. Et puis le Jazz, 22e attaque, 25e défense. Si vous êtes dans ce groupe, c'est pas... Voilà, si vous êtes dans ce groupe, va falloir très très clairement regarder les highlights de la draft 2024 parce que franchement, la probabilité qu'on retrouve les Spurs, Wizards, Pistons et Jazz, les Bulls, on va voir. Mais quand on va retrouver ce groupe-là à la loterie... Vous savez, avec les enveloppes à la fin, là, on fait... et le pick numéro 3 va à... Attention. Puis ça tombe bien, avec des joueurs comme Alexandre Sarr et Zachary Rizaché, notamment, eh bien, on devrait avoir quelques beaux exploits défensifs français la saison prochaine. Et puis, pour toute note négative, il y a une note positive. Il y a 2 équipes. Est-ce qu'il y en a qui ont bien suivi l'actualité sur Trash Talk ? Il y a 2 équipes qui sont dans le top 10 attaque et défense de la NBA. Qui sont les bons élèves sur ce début de saison ? Bête de défense, bête d'attaque. Est-ce qu'on va me le dire dans le chat ? Oui, certains l'ont dit, roulement de tambour. Oui, je vois. Ah, non, il y en a qui ne l'ont pas. Il y en a qui ne l'ont pas. Est-ce que vous l'avez tous ? Allez, il y en a une bonne partie qui l'ont. C'est bien évidemment Boston et Oklahoma City. Bravo aux Thunder et aux Celtics. Bravo à Joe Mazzulla, à Marc Daigneault. Bravo aux joueurs et à leurs fans qui les soutiennent tous les soirs. Boston, ça démarre fort. 7e attaque et 2e défense. L'absence de Marcus Smart en un été ne se fait pas du tout sentir. Il y a un gros travail d'ajustement avec Jrue Holiday donc, mais aussi Léa Lorford, mais aussi tous les autres garçons qui essaient de contribuer. Et puis en attaque, ça va commencer à chauffer. Parce qu'il y a des matchs aussi offensivement où Boston, ça traîne un peu des pieds. Notamment à Orlando, on s'en souvient. Et puis le Thunder, impeccable. Excellent en défense avec l'intégration de Chet Holmgren. Attaque très cérébrale, bien patiente. Ils sont en feu à 3 points, ça on l'avait dit, ça va bouger. Et les mecs ils vont pas rester à 40 000% à 3 points jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est vrai que il faudra surveiller ce Thunder qui à mon avis défensivement peut tenir et offensivement va probablement chuter un petit peu.
Et au contraire, Boston, on peut s'attendre à une montée offensive puisqu'il y a eu des absences comme celle de Kristaps Porzingis. Donc voilà, très très bien, très bon boulot de la part de ces équipes. Je rappelle que souvent, lorsque votre équipe est top 10, voire le top du top 5 en attaque et en défense, là, très souvent, on se retrouve au mois de mai et au mois de juin. Donc est-ce que ça tiendra toute la saison ? Je vous en ai parlé en début d'émission, on s'en souvient que les Pélicans, ça démarrait du feu de Dieu. Et puis après, ça a fait le Play-in Tournament. Voilà pour cette petite section dédiée à ce début de saison. Je fais une petite aparté, un petit point promo pour les copains et copines qui le savent. C'est bientôt Noël et celles et ceux qui n'ont pas vu, il y a des magnifiques choses à choper sur le shop de Trash Talk avec le t-shirt collector qui s'est écoulé de fou de dur. Regardez, c'est incroyable. Il y a plein de gens qui nous ont envoyé des photos. Regardez ça là. Regardez ces photos de BG là qu'on a eu de fou furieux. Merci à celles et ceux qui ont pris notamment sur trashtalk.shop les petits t-shirts. On a aussi le petit mug, le nouveau, il est là, le mug pour Noël. Si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à un copain ou une copine basketteur, n'hésitez pas à le prendre, foncez. C'est donc sur trashtalk.shop, on a ce banger absolu. C'est le best-seller de cette fin d'année. N'hésitez pas et merci aux copains et copines qui ont fait des commandes. On a reçu plein de messages de gens qui ont fait leurs commandes de chaussettes. Les chaussettes Merry Fucking Christmas, c'est un banger absolu. On a plein de gens qui les ont prises. Et puis aussi, évidemment, le hoodie Merry Fucking Christmas que vous avez en noir ou en rouge. Vous n'hésitez pas si vous voulez avoir la classe pour Noël. Bref, vous foncez sur trashtalk.shop. C'est tout simple, regardez, le site il est juste là, c'était le petit point promo. Vous pouvez vous faire plaisir, il y a plein de choses, des nouveautés, des vêtements, c'est super. Et puis ça soutient Trash Talk et ça nous permet nous aussi de prévoir plein de projets parce que 2024... ça va être une dinguerie. Voilà. Est-ce que ça marche pour l'Espagne les commandes ? Oui. Vous pouvez faire des commandes. Allons-y. On va se démerder pour vous les envoyer et faire en sorte que le 25 décembre soit une réussite absolue. Donc n'hésitez pas à balancer des questions. Sinon, vous allez aussi sur les réseaux et vous n'hésitez pas à balancer, notamment sur Insta, des petites questions. On essaie de répondre aux commentaires dans tous les sens. Alors que je vois qu'il y a des gens qui disent que le trailer de GTA a leak. On en reparlera juste après. Avant ça, vous l'avez peut-être vu sur Twitter, je voulais faire un point avec vous sur les 20 premiers matchs de Monsieur Victor Wembanyama. C'était un petit peu le sujet dominant de ce Allez Café. On a le temps, puisque le match, vous le voyez, entre les Pacers et les Celtics n'est qu'à 1h30 du matin, donc on va prendre le temps. Victor Wembanyama. Alors, nous sommes aujourd'hui à une vingtaine de matchs joués pour Victor, 18 matchs joués pour Monsieur Victor Wembanyama, vous le voyez juste ici, 18 matchs joués, 19 points, 10 rebonds, 2 passes, quasiment 3 contres de moyenne. On va rentrer dans tous les détails. Je voulais faire un point vraiment détaillé sur les débuts de Victor Wembanyama parce que j'aimerais revenir un an en arrière. Il y a un an, on a vu toute la hype autour de Wemby. On a vu sa saison avec les Metropolitans, c'était la folie furieuse. Il y a eu des comparaisons avec LeBron, Kareem Abdul-Jabbar, Anthony Davis, les plus grandes merveilles du monde, etc. Et puis on a vu la draft arriver, puis il y a eu des attentes complètement folles et on avait fait notamment une question de la mort avec Alex dans les 30 previews. On se demandait et on vous demandait notamment quelles étaient les attentes réalistes autour de Monsieur Victor Wembanyama et de ses 20 premiers matchs. Je vais poser tout de suite la question au chat, parce qu'ensuite on va discuter ensemble. Si vous deviez donner une note sur 10, ce serait laquelle ? Et je dis de bien prendre tout dans son ensemble. Attente, performance, collectif, choix des coachs, réussite. On est sur quoi comme note ? Est-ce qu'on est plutôt sur des 7, des 8 ? Je vois qu'il y a une majorité de 7. On me voit, ça varie vraiment entre du 6 et du 8. Je trouve qu'on est assez d'accord là-dessus. Moi, ma note, elle est de 7, également. On est sur un petit 7 sur 10 parce qu'on sent qu'il y a de la marge de progression pour Wemby. Et donc, vous êtes nombreux à dire 7 sur 10. 19 ans et vu les stats, 7. Je suis assez d'accord avec ce joli petit résumé. Et donc, pour entrer dans les détails, je voulais vous montrer plusieurs petites choses. Déjà, ce petit extrait assez drôle, puisque vous le savez, on aime bien ressortir certains extraits parfois. C'était Alex qui me posait la question pour qu'on puisse balancer notamment les stats de Monsieur Victor Wembanyama en saison rookie. Et donc, moi, dans mes attentes personnelles, je pense qu'une saison qui est à 18-19 points de moyenne avec 9 rebonds et 3 contres, c'est une très très belle saison rookie de Victor Wembanyama. Bonjour Patrick Ewing. Bonjour Patrick Ewing. Nous sommes donc aujourd'hui à...
19 points, 10 rebonds et 3 contres. Alors, évidemment, ça peut varier. On va voir, et j'espère pour mon Alexinator que ça va bien aller pour Wemby. Mais c'est vrai que pour le moment, on est à peu près là-dessus sur Victor Wembanyama. Donc, des statistiques offensives en termes de production pure numérique, hein, quasiment 20 points de moyenne. C'est rentré tout de suite dans une forme d'élite, puisque 20 points tous les soirs, bah, c'est pas donné. Hein. Et on voit Wemby qui, très souvent, se ramène, pas à 30-40 points, mais la vingtaine. Les rebonds, je sais pas si c'était quelque chose sur lequel vous étiez dubitatif, mais on avait un débat avec Alex là-dessus, parce que c'est un Wemby qui parfois est un peu extérieur. Je trouve que 10 rebonds de moyenne, eh ben, c'est vraiment très bien. 10 rebonds et 3 comptes de moyenne, franchement, c'est nickel, je trouve. Il y en a qui me disent c'est plus régulier que ce que je pensais, bravo. Je ne m'attendais pas à ce qu'il marque autant de points. Très bien. Trop de mauvais shoot à 3, on va y venir sur les pourcentages. J'y viens parce que c'est vraiment les pourcentages notamment et les choix de shoot où ça va être assez particulier. On me dit avec OKC il serait facile à 25 points de moyenne. Je ne suis pas certain. Parce qu'à OKC, il y a d'autres garçons à nourrir, mais je comprends le point de vue. Ce que ça veut dire, c'est dans un effectif un petit peu mieux encadré avec du talent autour, il serait mieux utilisé. Ça, je peux totalement le valider. Individuellement, le seul problème, c'est les pourcentages, quoi. Et je confirme, en effet, ce qui est dit sur le chat, puisque là, j'ai donné les statistiques brutes, mais maintenant, on va rentrer dans les pourcentages. Monsieur Victor Wembanyama, on le montre juste ici. Cette saison, il est donc à 19,3 points, 9,7 rebonds, 2,7 passes, 2,6 passes, 1,3 interceptions et 2,7 contres. C'est-à-dire qu'avant même de parler des pourcentages, j'aimerais juste faire un petit focus défensif. Je sais pas si on se rend compte du fait que Wemby, là, qui découvre la NBA, est tout de même à 1,3 interceptions et 2,7 contres. C'est-à-dire que lorsqu'on cumule les contres et les interceptions, il y en a 4. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. C'est genre Prime Giannis, plus. C'est un truc de malade. Et ça, il le fait vraiment en rookie. Défensivement, il y a déjà en termes numériques des choses extrêmement impressionnantes, hein, avec près de 3 contres et plus d'une interception par match. C'est vraiment de l'instinct qu'on voit de la part de Wemby. Il y a beaucoup de choses encore à devoir travailler, donc il y a toute une marge à devoir bosser dans les prochains mois et prochaines années avec les Spurs, et puis il y a toutes les choses défensivement qu'on voit et qui ne rentrent pas dans ces catégories brutes. C'est-à-dire que je pense qu'on peut s'accorder sur l'aspect défensif. Wemby, ça va très bien. Son intégration en NBA, on le voit, et je vais vous montrer après de plus-minus quand il est sur le terrain et quand il n'y est pas, notamment pour les autres line-up. Défensivement, Wemby, moi je pense qu'il va avoir des considérations pour des All-Defensive votes cette saison. Dès sa saison rookie, hein. Je pense. Parce que l'impact est beaucoup trop important. Mais on en vient au pourcentage. 44% au tir pour Wemby, juste ici. 27% à 3 points. Alors au lancer, il n'y a pas de problème. Il a le toucher. Il y en a 83% de ses lancers qui rentrent. Et encore, il n'y en a que 4,2 de tentés. Ça pourrait monter et continuer à monter. Mais 43% au tir, 27% à 3 points, c'est là que ça bloque. C'est là clairement que Wemby ça bloque. Et donc on est sur une forme d'apprentissage pour Wemby. Et je me suis dit, je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin dans les détails et que ça va intéresser la commu, qu'on puisse entrer vraiment dans les petits points spécifiques des choix de Wemby. Et bien pour ça, on va se regarder la shot chart. Mesdames et messieurs, voici la shot chart de monsieur Victor Wembanyama. Attendez, je vais essayer de voir si je peux zoomer un petit peu. Ça pourrait être encore plus joli. Non. On va rester à ça. Hop là. Je vous la montre. Voici la shot chart complète de monsieur Victor Wembanyama cette saison. Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas la légende, hein, vous pouvez le voir, les petites croix rouges sont des tirs ratés. Les petits points verts sont des tirs rentrés. Je vous laisse regarder ça. Et puis dans quelques secondes, le temps que je boive, on va se pencher sur les statistiques. Donc déjà, avant d'entrer dans les stats, il y a une chose qu'on peut voir, c'est que Wemby, évidemment, est très très efficace, et on va le confirmer statistiquement proche de l'arceau, mais Wemby a ce que j'appelle carte blanche. Les Spurs ont donné carte blanche absolue pour que Wemby soit Wemby, c'est-à-dire s'exprime offensivement de toutes les manières possibles et imaginables. Il n'y a que sur ce côté 45 degrés gauche qu'on a un Wemby qui n'a pas trop tiré. Le reste, c'est rempli.
Vous avez eu du mi-distance, du proche, du 3 points corner, du 3 points corner, du 45 degrés un peu gauche, allez, du 30 degrés gauche, du pull-up en face. Ça, c'était son premier tir à 3 points, notamment avec les Spurs face aux Mavs. Son tout premier shoot rentré en NBA, c'est un 3 points en tête, notamment. On a évidemment tout un tas de pull-up à droite. On a même des shoots, regardez, d'une distance absolument énorme, 33 feet. On a des shoots quasiment avec le talon sur une à 3 points. On a des mi-distance, des mid-range, de droite, de gauche. Donc Wemby, vu le talent offensif, vu le toucher, on lui a dit « régale-toi ». Avantage, il est libre. Désavantage, on le voit niveau efficacité, c'est pas certain. Ce serait bien qu'en fait, notamment, on voit quelles sont les zones sur lesquelles il est les plus fort et qu'on cimente là-dessus. Et que les Spurs, ça va prendre du temps, mais disent « ok, on arrête de croire que c'est du KD, parce qu'en plus, KD, c'est pas ça. Regardez, je peux essayer... Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer Kevin Durant. La shot chart de Kevin Durant cette année. Vous allez voir, ça fait mal au cul. Hein. Excusez-moi pour l'expression, mais franchement... KD, excusez-moi. Je prends 2 secondes. More Durant Pages, KD, shooting 2023-24. Ouais, d'accord. Bon. Voici la shot chart de KD. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une petite différence, notamment au niveau de... C'est laquelle, celle de Wemby, c'est celle-là? Ouais, je vais mettre celle de KD à côté. Paf. Ça, c'est Wemby, ça, c'est KD. Donc, comme vous pouvez le voir, monsieur KD, évidemment, c'est difficile de comparer à une des armes offensives les plus dingues de l'histoire, mais comme vous pouvez le voir avec KD, une croix rouge est très souvent accompagnée d'un joli petit point vert. Hein, et dès que vous le voyez à n'importe quel endroit du parquet, sauf comme Wemby, le petit 45 ici, tout sympathique, eh bien ça rentre. KD, il a mis des... En fait, où est-ce que KD n'a pas encore mis trop de points? C'est ici, et ligne de fond là. Pour le reste, mid-range, 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 mid-range. Ici, c'est totalement létal. Là, vous pouvez tout de suite signer votre arrêt de mort pour la part de Kevin Durant. Et donc, c'est un peu compliqué. Parce que de l'autre côté, Wemby, on voit que c'est aussi assez bien rempli. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un tout petit peu trop de tirs à 3 points par ici? Et pas trop de tirs là, qui sont pourtant des zones sur lesquelles Wemby, on le voit, peut être efficace. Vous le voyez ici. Là, il y a quand même des shoots où on sent qu'il peut être dans son périmètre. Et donc... Ce qui me permet d'aller dans les détails, c'est ces stats que vous pouvez retrouver d'ailleurs par vous-même sur le site de Basketball Référence. Et je voulais vous montrer ce petit point-là. J'attire votre attention sur ces quelques lignes. Puisque on a l'occasion d'avoir, avec les statistiques actuelles, on peut avoir notamment des détails sur l'efficacité des joueurs en fonction de la distance des tirs pris. C'est formidable, on peut du coup faire plein de conclusions, plus ou moins hâtives, des analyses, plus ou moins poussées, sur l'efficacité d'un joueur. Et donc, regardez-moi ça. Évidemment, Monsieur Victor Wembanyama, lorsqu'il est à l'arceau, vous oubliez. On oublie. Et non, l'idée, c'est pas de comparer KD à Wemby, puisque je vois que certains vont faire ce raccourci-là, c'est juste de dire, si on prend un joueur qui est extraordinaire offensivement, voilà à quoi ressemble sa shot chart, et si on prend un jeune joueur qui galère dans ses choix, notamment offensifs, voilà ce que ça donne. Donc ça ouvre le panel de marge. Et donc, lorsqu'on est proche du panier, Monsieur Wembanyama n'est pas jouable. 75% de réussite. 75% de réussite. C'est les réussites de Rudy sur du alley-oop. Donc, on est sur les réussites de quasi même les Jokic vont jusque-là. Tous les mecs qui font des alley-oop, tout simplement. Les Jarrett Allen et compagnie, les Evan Mobley, tous les mecs qui sont proches de l'arceau. C'est incroyable. Vous pouvez mettre n'importe quel être humain, 3 fois sur 4, il y a panier. Vous voulez avoir un extrait par exemple de ça? Je sais pas, pareil, on va continuer à regarder des bêtises. Allez, je vais prendre Shaquille O'Neal en l'an 2000. On va voir ce que ça donne à l'arceau. Ah non, mais quitte à se marrer un petit peu avec l'histoire, on va aller voir le Shaq et vous allez voir ce que ça donne en l'an 2000. Puisque c'est la saison notamment où il a mis bien. Shooting. Et ben le Shaq, à sa saison de MVP, il était à 76% au tir à l'arceau. 76% au tir à l'arceau. C'est, voilà, en gros, vous l'attendez sous l'arceau, il y a panier. Il y a soit faute, soit il y a panier, vous pouvez rien faire. Et Wemby, du coup, il est beaucoup trop dexter, beaucoup trop rapide, beaucoup trop bon, main droite, main gauche. Il a le toucher pour catcher dans les airs et la mettre avec la planche, on le voit. Dès qu'il est proche du panier, il y a bucket. Alors l'idée, évidemment, c'est pas de faire de Wemby un Shaq, ça ne sera jamais le cas. On ne va jamais demander à Wemby d'avoir ça. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir la répartition des shoots. C'est-à-dire, combien de fois on va voir Wemby tirer proche de l'arceau par rapport aux autres shoots qui sont pris.
Parce que vous voyez, par exemple, je vous montre le Shaq là. Ok, il a 76%, c'est génial. Mais regardez, sur le total de shoots, il en a pris sur 1600, par exemple, qu'il avait pris cette saison-là. Vous en aviez quasiment 1000 qui étaient pris à l'arceau. Si vous allez voir Wemby, il a pris 300 tirs cette saison et il en a pris que 63 à l'arceau. Ça fait un cinquième, quoi, à peu près. Le plus grand total de tirs pris par Victor Wembanyama au bout de 20 matchs en NBA, ce sont des tirs à 3 points. Il a pris 96 tirs à 3 points. 96. Donc, en répartition, vous avez 96 tirs à 3 points tentés, vous avez 63 tirs proches de l'arceau, puis ensuite vous avez un peu proche, pas trop proche, et puis là, cette espèce de répartition. Donc, voilà, on peut en tirer les conclusions qu'on veut, mais moi je trouve que là-dessus, il y a un vrai travail à faire. Parce que, en soi, on connaît le toucher de Wemby et on connaît sa capacité à pouvoir écarter le terrain. Mais est-ce que c'est vraiment lui rendre service de le mettre dans des situations open bar à 3 points? Je ne sais pas. Alors oui, c'est encore une fois le jeu de l'œuf et de la poule. Si rentrer ses shoots à 3 points, ce serait ouf, oui. Sauf que là, on le voit, pour un gars qui essaye de faire ses gammes en NBA et qui essaie de trouver sa place, eh bien, les stats parlent d'elles-mêmes au bout d'une vingtaine de matchs. Ce sont les tirs proches de l'arceau, évidemment, de Wemby qui fonctionnent. Et même, regardez là, en termes de réussite, les réussites parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que 75%, bon bah oui, Cimer, 1 et 1 font 2, Wemby est efficace proche de l'arceau. Super, génial, merci. Jean-Michel Évidence. 48%, lorsque tu es proche de l'arceau, c'est tout à fait correct, 48%. Mais ensuite, regardez, ça dégringole en fait. Plus on s'écarte, plus ça dégringole. 78, 48, 40, 33, 27%. Donc, j'apprécie notamment certains messages que je vois sur le chat, comme celui-ci. Est-ce qu'on ne ferait pas prendre de la confiance à Wemby à mi-distance pour ensuite potentiellement reculer? Plutôt que de lui dire, c'est open bar, tu es un petit peu... Parfois, j'ai l'impression que quand on regarde Wemby jouer, on a l'impression de voir un petit peu un espèce de cerf dans la nuit, en plein milieu avec des phares, quoi, en plein milieu de la route. C'est genre, on sait pas, c'est... vas-y, démerde-toi. Donc, parfois, on le retrouve proche de l'arceau, et puis parfois, prendre position au poste, et puis parfois, on le voit à 3 points, et puis c'est du catch and shoot, et puis c'est du 3 points off the dribble, et puis c'est du 3 points après un end-off, ou c'est quelqu'un qui vient lui poser un écran, ou c'est lui qui pose un écran. Il y a le sentiment, avec Wemby, je trouve, de le voir parfois perdu. Perdu, hein. Et je crois pas que lui ou le staff sont perdus. Je crois réellement, pour le moment, à ce que Greg Popovich a expliqué, qui est ne pas mettre une case tout de suite trop grosse sur Wemby et dire t'es un joueur de mid-post, de mid-range, 2 balles proches de l'arceau, tout, c'est de le laisser s'exprimer. Par contre, attention, parce que si en mi-saison ou en fin de saison, on se rend compte qu'il n'y a eu aucun changement au niveau des tendances, là oui, forcément, on va gueuler. C'est-à-dire que si Wemby, en fait, je schématise, mais offensivement, on le retrouve plus dans un registre à la Michael Porter Jr. qu'autre chose, moi, je vais péter un câble. Si on commence à avoir un mec qui prend la majorité de ses shoots, surtout à 3 points plutôt qu'à l'arceau, ça va être tendu. Donc ça, déjà, c'était le premier point statistique, c'est évidemment la façon dont il est utilisé et les shoots qu'il a. Mais les shoots, ça se prend pas seul, il faut aussi avoir des copains qui vous donnent le ballon. Je vois qu'il y en a qui me disent, mais il a 19 ans, son coach avoue qu'il le coach pas et ses coéquipiers sont évidemment qu'il est perdu bordel. C'est vrai qu'il y a un petit peu cette tentation-là de dire, oh Greg Popovich, on arrête là, on descend du trône, on t'a respecté pendant des années, maintenant ce serait bien de mettre un vrai cadre autour de Wemby. Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut aussi trouver sur nos amis les internets, ce sont aussi les line-up. Et les line-up, c'est quoi? Eh bien, les line-up, c'est tout simple. Vous pouvez aussi retrouver ces infos sur des pages comme celle de Victor Wembanyama sur Basketball Référence. Ce sont donc des statistiques qui sont repérées en fonction des coéquipiers qui sont avec Victor Wembanyama. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme vous pouvez le voir, à la minute près, on sait quels sont tous les line-up qui ont intégré Victor Wembanyama et on peut savoir s'ils ont été plus ou moins efficaces. Alors évidemment, ça... Oui, balancez vos exemples aussi de liens ou de sites si vous voulez faire vos propres analyses statistiques et avancer. Hein. Ça vraiment, c'est très important. Il ne faut pas oublier un facteur important, la frustration. J'ai vu tous les matchs des Spurs et personnellement, j'ai l'impression que parfois, ils prenaient des shoots comme s'ils savaient que la balle n'allait jamais venir. Oui, on va y revenir. On va revenir sur l'aspect global Wemby.
je continue juste sur mon aspect line-up. Vous pouvez aller sur le site de Basketball Référence, par vous-même, sur la page de Wemby, vous allez dans les line-up notamment, et vous pouvez voir, c'est le site Basketball Référence, et vous pouvez voir notamment les line-up. Donc, ce sont tous les line-up qui ont été utilisés par ordre de minutes jouées. Donc on voit que le line-up qui a été le plus utilisé avec Wemby, c'est le fameux 5 avec Zach Collins, Victor Wembanyama, Devin Vassell, Jeremy Sohan et Keldon Johnson. Ça c'est un classique, hein. C'est du 5 majeur, sauf quand Devin Vassell a été blessé, mais c'est le plus utilisé même dans le Money Time. Alors, lorsqu'on essaie d'avancer un petit peu, on peut avoir tout un tas de statistiques, on peut voir le pourcentage de réussite au tir du groupe, les pourcentages à 3 points, etc. etc. On en vient ensuite au résultat net par 100 possessions et donc de voir ce qui fonctionne bien. Petite annonce évidemment qui va avec ces statistiques, n'en faisons pas non plus une évidence absolue parce que ces statistiques elles sont basées aussi en fonction des line-up qu'il y a en face. Donc est-ce que tu as tabassé le 5 majeur d'en face ou est-ce que tu as tabassé le second groupe, donc les remplaçants? C'est compliqué d'en faire une seule bonne parole. Mais par contre, je vois que certains ont le spoiler, puisque j'arrête pas de le gueuler depuis le début de saison et que j'en ai marre. Regardons les line-up qui fonctionnent bien. Ce line-up qui a eu le plus de minutes, eh bien c'est un de ceux qui fonctionne le moins. Est-ce que je pourrais pas trier notamment par le nombre de points générés et donc le différentiel qu'il peut y avoir si je mettais tout en haut? Quel est le 5 qui, autour de Wemby, est le plus efficace? Eh bien personne n'est étonné. Tyus Jones. Avec Jeremy Sohan qui n'est pas dans son rôle de meneur, avec Keldon Johnson qui est sur les ailes, avec Devin Vassell, et donc un vrai garçon Tyus Jones qui est là pour distribuer. Trey Jones, Tyus Jones du côté de Washington, excusez-moi. Trey Jones. Ah, c'est la fratrie Jones, parfois ça m'arrive de mélanger les pinceaux, excusez-moi. Trey Jones, très très fort Trey Jones. Mais Tyus Jones, il est à Washington avec les Wizards. Trey Jones, malheureusement, on n'a pas pu voir un énorme échantillon, mais on le voit qu'en termes d'efficacité, c'est réel. On peut le voir aussi sur un autre line-up avec Doug McDermott. Et vous avez toujours Trey Jones. Cette fois, c'est Jeremy Sohan qui laisse sa place, c'est aussi Keldon Johnson qui laisse sa place. Du coup, on a un Zach Collins qui se retrouve en 5, avec Wembanyama en 4. On a Devin Vassell toujours sur son poste de ball handler. Et on a Doug McDermott pour, évidemment, sniper à 3 points. Et Trey Jones pour faire le travail de distribution. Donc on en revient, exactement comme on le dit sur le chat, à cette même évidence. Imaginez avec un meneur pur, avec un meneur de distribution, ce qui est le rôle de Trey Jones, qui a été prolongé cet été. Et moi, comme vous l'avez vu, et cœur sur tous les copains et copines qui m'ont envoyé des messages, j'ai fait un vlog notamment sur les débuts de Victor Wembanyama San Antonio, et j'ai eu une chance extraordinaire, puisque le sample est assez faible, j'ai eu une chance extraordinaire, ça a été de voir pleine gueule ce foutu line-up avec Trey Jones, avec Devin Vassell, avec Sohan, avec Wemby et parfois avec du Doug McDermott ou du Zach Collins. C'était le match notamment face aux Rockets avec un money time de fou où il y avait une ambiance de malade, victoire de nos amis les Spurs, où ça a été grave géré dans le money time alors qu'il y avait un gros Alperen Sengun, il y avait Fred VanVleet, il y avait Jabari Smith qui était là, il y avait Dion Brooks qui trash-talkait, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait Jalen Green également. Et tout le monde s'accordait sur la même chose, c'est que Trey Jones apportait un niveau de stabilité qui était génial et un niveau de distribution et de mise en place des joueurs qui était indescriptible. C'est sûr, alors qu'on parle de Trey fucking Jones, je vous parle pas de John Stockton, Chris Paul, Steve Nash et compagnie. J'adore Trey Jones, super. C'est un winner et un formidable leader de vestiaire et ça se voit, moi je l'ai vu sur place, ils le suivent. Mais donc, ce qui rend fou, c'est qu'on le voit, notamment dans les line-up utilisés, que Trey Jones, il est dans les bons line-up. Regardez, il est là, il est en 1, il est en 2, il est en 3, il est en 4, ça marche. Trey Jones et Wemby, ça marche. Ça marche, il n'y a même pas besoin. En plus, c'est statistique et c'est visuel, on le voit. Donc moi déjà, la première chose, c'est que quand je vois les débuts de Wemby, je rebondis sur notamment certains commentaires qui étaient dit tout à l'heure et qui étaient très très pertinents, c'est qu'on a le sentiment qu'il est perdu. Mais s'il est perdu, et très souvent quand un joueur est perdu, c'est parce qu'il n'y a pas un meneur gestionnaire qui est le relais du coach. Et donc il y a un moment, il va falloir dire les choses, et sortir les termes, et parler speaking facts, comme dirait l'autre. C'est que le projet Jeremy Sohan à la main, ça suffit. Ça suffit.
J'adore Jérémy Sohan, il est sympa, il est super, il est coolos, il a un potentiel défensif de malade. Arrêtons de mettre Jérémy Sohan à la main. Il est du père. On en a fait même des papiers dans le San Antonio Express News, où il dit que c'est vraiment compliqué, qu'il y a des très très hauts et des très très bas. Mais oui, bordel. C'est compliqué, quoi. Et en soi, on peut imaginer la vision, c'est de se dire « Ouais, super, ça peut être trop bien d'avoir le basket du futur avec un meneur qui est un big meneur. » Et du coup, tu peux avoir en effet des line-up où tu as Sohan, Vassell, Keldon Johnson et Wemby. Parce que c'est vrai que Devin Vassell, ça va pas être un meneur, c'est un formidable joueur de pick and roll. D'ailleurs, j'arrête pas de gueuler que Devin Vassell, Victor Wembanyama, faut qu'il joue plus en pick and roll. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y a un moment aussi où il va falloir que côté Spurs, avant de parler de Wemby, donc même si on a déjà beaucoup parlé de Wemby, mais avant même de parler de l'efficacité au shoot de Wemby, il faut comprendre aussi combien de joueurs sont bien parce qu'ils ont le meneur qui les met dans des bonnes dispositions. Regardez ce qui se passe avec Rudy depuis qu'il y a eu le transfert notamment de Mike Conley. Regardez Rudy depuis qu'il y a eu la bascule de Anthony Edwards qui est passé aussi un petit peu plus dans du playmaking. C'est une évidence. Regardez comment ça s'est passé notamment à Phoenix et pour des DeAndre Ayton lorsqu'il y a eu Chris Paul qui est arrivé. On le voit tout le temps, on le voit en permanence en NBA. Et donc moi j'avoue que on peut donner des 7 sur 10, on peut donner des 5 sur 10. Vous pouvez donner des 2 sur 10 si vous voulez à Wemby sur son début de carrière et les 20 premiers matchs. Moi je trouve que là, on vient de parler de répartition des shoots. Je vous remonte les statistiques, notamment de Wemby avec ses shoots. On est sur quelqu'un qui donc est à 75% de réussite, proche de l'arceau, et un des principaux distributeurs pour lui, c'est notamment du Trey Jones. On est sur un gars qui, plus il s'espace du terrain, moins il a l'opportunité de pouvoir scorer facilement. Et donc, désolé, mais le spacing de Jérémy Sohan, c'est pas le même que le spacing offert par Doug McDermott ou donc Trey Jones. Eh ouais, c'est comme ça, désolé. Mais donc, il va falloir, que les Spurs se réveillent là-dessus. Et je veux bien que les 20 premiers matchs, ça soit du test, mais à un moment, il va falloir aussi s'ajuster et s'adapter. Le jour où Trey Jones retourne dans le 5 majeur, please, et qu'on a la breaking news et que ça devient officiel pour le reste de la saison, je pense qu'on va tous le sentir et que les résultats vont pas être du tout les mêmes. Vraiment. Je parle pas que les Spurs vont devenir une équipe à 60 victoires et 20 défaites, non, mais je pense qu'on va très très clairement le sentir. Et donc lorsqu'on prend cette répartition de shoot plus ces fucking line-up, eh bien on peut voir que c'est très compliqué. Alors le pire, c'est sûr, sur un échantillon quand même assez faible, on le voit 11 minutes, mais le pire, c'est simple, Malachi Branham, merci pour la distribution. Pour qui, pourquoi ? Pour Sohan, McDermott, Zach Collins et Wemby ? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et dès que vous descendez, désolé, il n'y a pas de Trey Jones. C'est juste évident. Et je veux pas faire de Trey Jones le mec qui va solutionner tout, mais il y a un moment où faut regarder aussi le profil que c'est. On a parlé de l'arrivée de LeBron en NBA. On a parlé de l'arrivée de Luka Doncic. On a parlé de l'arrivée de plein de gars comme ça, des Kobe et tout, etc. Ce sont des joueurs extérieurs. Des gars qui ont la balle et qui tout de suite peuvent faire le travail avec des écrans, avec des garçons. Wemby a déjà la capacité à faire 19 points, 10 rebonds, 3 passes, 3 contres et quasiment 2 interceptions, avec des pourcentages dégueulasses, sachant qu'il n'est pas mis dans des bonnes situations. Et donc ça, j'avoue, oui je sais, il y a plein de gens qui regardent le trailer de GTA, je le regarderai plus tard. Pour le moment, je parle de Victor Wembanyama. Et donc, c'est pour ça que j'avoue que je suis un petit peu frustré. D'autant plus pour finir, je termine avec un dernier point statistique, que là aussi vous pouvez retrouver, il y a aussi les on-court, off-court de Wemby, et on peut voir là des statistiques des Spurs lorsqu'il est sur le terrain, lorsqu'il n'est pas sur le terrain, et le différentiel entre quand il y est et quand il n'y est pas. Eh bien excusez-moi, mais c'est très très simple. Offensivement, quand il est sur le terrain, eh bien forcément c'est très très bien, mais il y a aussi des très très bonnes capacités lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Par contre, si offensivement je veux bien débattre, en défense, c'est pas possible. En défense, il est sur le terrain, le rating offensif de l'adversaire il est à 118, quand il se casse, il monte à 125. 125. Là, les Pacers, on se foutait de leur gueule avec leur net, c'était à 122. Quand Wemby est pas sur le terrain, le rating offensif de l'adversaire monte à 125 chez les adversaires des Spurs. Je sais pas si on se rend compte. Donc, défensivement, on sait déjà ce que ça donne. Maintenant, offensivement, il va falloir un petit peu l'aider. Si je vous donnais les clés, allez, 1 ou 2 clés à changer là sur la suite, c'est quoi selon vous ? Parce que je veux bien avoir votre avis. Est-ce que c'est la sélection de shoot de Wemby ou les joueurs qui sont autour de Wemby ?
Est-ce que c'est un différent 5 majeur? Est-ce qu'il faut lui donner cette confiance à mi-distance pour qu'ensuite il soit plus efficace à 3 points? Est-ce qu'il faut réduire drastiquement les shoots à 3 points? Je veux bien voir. Il y en a qui me parlent de trade à la deadline pour chercher un meneur titulaire et du vétéran si disponible. Parce qu'il commence à apprendre les systèmes pour qu'il apprenne les systèmes de la saison prochaine. Je suis d'accord. Trey Jones titulaire et plus de systèmes pour Wemby. On est d'accord. Wemby sur pick and roll avec un vrai meneur. Faut que Pop arrête de s'en battre les couilles. Excellente suggestion tactique. Un vétéran qui puisse canaliser les jeunes et montrer de l'expérience. Un petit Vavan, pourquoi pas. C'est vrai que là, il faut faire confiance à qui? Doug McDermott? Cedi Osman? C'est pas possible. Il faut un vrai vétéran. Quelqu'un qui mette des tartes là parce que c'est pas possible. Il faut du vétéran avant tout, là vous le dites vous-même, il lui faut un meneur. Wemby en 5 qui switch avec Collins en cours de match. Est-ce que vous mettez Wemby en pivot? Ou est-ce que vous mettez Wemby toujours en 4 avec ce rôle un peu de Zach Collins? Qui est pas mal Zach Collins en soi cette saison. Il y en a qui disent il faut qu'il se calme. C'est pas Stephen Curry. Il se perd dans son jeu là, sûrement par peur d'aller se frotter à l'intérieur. C'est vrai que parfois on voit Wemby tenter des choses un peu farfelues en attaque. Mais c'est ça que je sais pas. Est-ce que c'est Wemby de par ses choix et parce qu'il a envie de se laisser tenter? Moi j'ai pas l'impression. J'ai surtout le sentiment que c'est Wemby qui tente et teste parce que autour de lui, c'est pas top. Et il sait pas quand est-ce qu'il va avoir le ballon et quand est-ce qu'il ne l'aura pas. Moi, je mets au défi n'importe qui de me dire 3 matchs de suite, Wemby a les mêmes systèmes pour lui. Et ça, de toutes les choses qui étaient prévisibles en début de saison, ça, j'aurais jamais dit, quoi. Si Kyle Lowry n'est plus en odeur de sainteté à Miami, ce serait bien de manger son contrat pour quelques mois de mentorat. Ah bah ça serait magnifique. Hein. Ce serait incroyable. Tu traites Keldon Johnson si ça ramène un bon meneur pour développer Wemby? Ouais, complètement. Ah, je suis totalement pour. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Mais enfin, pour le moment, on va être sur un 7 sur 10. Mais je crois que s'il y a un an, on nous avait dit que le premier mois de Wemby, ce serait 20 points, 10 rebonds et 3 contres, je pense qu'on aurait pris. On n'aurait pas pris 3 victoires pour 8000 défaites des Spurs, parce que là, ils sont sur une série, là, ça devient vraiment flippant. Là, il n'y a que des 3 qui fait pire. Mais voilà, faudrait au moins changer les line-up, et je pense qu'on est d'accord sur l'intégration d'un Trey Jones, que Wemby prenne plus son temps, parce qu'il envoie, quand même. Hein. Là, il y a eu des situations, là, je vous remets le game log, pardon. Wemby, il a déjà tenté 26 shoots 2 fois dans un match. Et il a dépassé la vingtaine aisément, alors il est gourmand, mais c'est vrai qu'on dépasse très, très rarement la barre des 50% de réussite, hein, regardez. Hein. Il y a 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans le top 15, quoi. Un match sur 3, il est à 50% de réussite au tir. C'est pas possible. C'est compliqué. Wemby va continuer à envoyer du shoot, mais il faut que ce soit dans des bonnes situations. Moi qui prenne 26 tirs, ok, mais 26 tirs, dont 9 à 3 points et 2 proches de l'arceau, ça rend malade. Et en effet, peut-être que comme certains le suggèrent, est-ce que les Spurs font vraiment le travail pour développer la gagne, et est-ce qu'ils ne viseraient pas encore une fois la draft? Peut-être qu'en fait, on est tous à la bourre et qu'ils veulent faire une super paire avec Zachary Rizaché ou un autre garçon qui viendra parce que les Spurs sont pas une super place de free agency. Peut-être. Mais il faudrait pas non plus démotiver sa pépite, et je crois que Wemby, s'il fait une saison complète comme ça avec le pire bilan de NBA, ça va pas trop lui plaire. Bref, merci à celles et ceux qui ont balancé déjà leur petit avis, et si vous êtes en replay sur YouTube, je veux bien votre avis sur ces 20 premiers matchs de Victor Wembanyama, puisque comme on vient de le voir, choix de tir, meilleur line-up en termes de minutes utilisées, c'est pas génial, donc pop ou pas pop, Wemby ou pas Wemby, je veux bien avoir un petit peu vos analyses. On va finir avec un quiz. Puisque vous êtes nombreux à vouloir jouer et j'ai un bête de quiz à vous proposer, vous êtes absolument pas prêts pour la dinguerie qui va se présenter juste là. Mesdames et messieurs, j'ai un quiz de fou furieux pour terminer ce petit live. Comme ça ensuite on ira regarder gentiment le match entre les Pacers et nos amis les Celtics. Envoyez un message. Si j'envoie j'envoie le lien. Vous pouvez cliquer dessus. Alors, le quiz, il est incroyable. Est-ce que nous sommes capables en 12 minutes de citer les joueurs de NBA qui ont déjà joué en Euroleague? Oh, ça c'est chaud, ça c'est vilain, ça c'est méchant. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Je vous balance le petit lien dans le chat. Alors c'est simple, ce sont des joueurs qui sont actuellement en NBA
et qui ont mis au moins un orteil en Euroleague. On a de la chance, on va avoir leur nationalité. On va avoir aussi... non, c'est des joueurs qui sont encore en NBA. Donc je vois Kemba Walker, ça va pas être possible. Ceux qui sont en NBA en décembre 2023. Voilà. Donc l'idée là, c'est de donner pas mal de noms. Vous allez le voir, on a notamment les nationalités et aussi les équipes d'Euroleague dans lesquelles ils ont joué. Vous voyez là, par exemple, j'en sais rien. Un joueur de Dallas qui a joué Real Madrid. Voilà, je vous laisserai hésiter pendant plusieurs heures avant de donner votre petite réponse. Du coup, ce qui va se passer, c'est simple. Je vous donne le petit lien. Il est évidemment dans le chat. Je vous laisse l'ouvrir. Et puis, comme d'hab, si vous voulez vous faire spoiler, vous laissez le son. Si vous voulez pas vous faire spoiler, vous coupez le son. On va avoir une dizaine de minutes pour remplir ça. Et puis ensuite, on terminera cette petite émission bien comme il faut. N'est-ce pas? Allez, c'est parti dans 10 secondes. 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, top chrono. Alors, Atlanta, il a joué aux Partisans et il est serbe, Bogdanovic. Oui, il y a aussi Bojan aussi. Ah, Bojan, il a joué au Real Madrid. Allez, un Suisse qui a joué évidemment chez les Hawks, là, sur ce mois de décembre, c'est Clint Capella. Chez les Hornets, 2 Français. Oh, ça doit être... Tilikina qui a joué à Strasbourg, c'est ça. Et Asvel, c'est Théo Malédon qui a fait Asvel. Allez, Théo Malédon, c'est bon. Chez les Bulls, un Turc. Oh merde. Vucevic? Non. Oh là là, je l'ai pas. Marko Simonovic? Oh là là, je l'ai pas, oh la boulette. Allez, on va aller à Cleveland, en Espagne, avec peut-être Ricky Rubio. Ouais, il est là, même s'il est plus trop dans l'effectif. À Dallas, on a donc dit monsieur Luka Doncic qui est dans le coin. Et on a un Australien qui est passé par Barcelone. Ça, c'est Dante Exum, ça. Allez. On est bon. Chez les Clippers, un Allemand qui a joué à Brose. C'est Daniel Theis, là, qui a été choisi récemment. Ok. Et un Ricain qui a joué à Brose. D'accord. Kofi? Non, je sais pas. Ah, c'est pas Zubac? Merde, non. Bon. Je vais passer par Houston, juste un Serbe. C'est Boban, ça. Marjanovic, je pense. Qui on a d'autre? Un Australien à Houston. C'est qui, ça? C'est Jock Landale? Ouais, Jock Landale qui est là. À Golden State, un Croate, ça c'est Dario Saric. Un Espagnol qui a joué au Real. Draymond, il a pas joué au Real. Bon, attends, je vais y revenir. Un Grec, Antetokounmpo. Ouais, Thanasis, c'est bien. Chez les Pélicans, un mec qui a joué en Lituanie. Bah ça doit être Valanciunas, ça. Ouais, ma gueule. Chez les Knicks, un Allemand, Hartenstein. Ok, on est bon. Chez les Sixers, un Ricain qui a joué à l'Olympiakos. Oh, c'est pas Pat Bev qui a joué. C'est pas Pat Beverley qui a joué à l'Olympiakos? Beverley? Si! Pat Bev. Bon bah Le Mans, ça c'est facile, hein. Salut Nico. Et un Turc, ça doit être Korkmaz. Korkmaz. Allez, c'est pas mal. Orlando, un Australien, c'est Joe Ingles. Putain, Joe Ingles, il a joué à Barcelone. Putain, je l'ai pas. Maccabi, je l'avais, mais Barcelone, je savais pas. Un Allemand, ça c'est les frères Wagner. Formidable. Et un Géorgien, ça c'est Goga Bitadze. Goga Bitadze. Chez le Thunder, un Letton, Bertans. Un Serbe. Oh putain. Misic. C'est qui le dernier Serbe? Ils ont un autre Serbe, le Thunder? Ils ont un autre Serbe, ils ont que des Ricains là maintenant et des Canadiens. Ah, Poku Pokusevski. Poku. C'est vrai qu'il est là. Allez, on fait les autres. Pour le moment, ça démarre bien. Phoenix, Bosnie-Herzégovine, mon meilleur ami, Jusuf Nurkic. Chez les Blazers, un Australien. Comment il s'appelle? C'est le verrou, là, le canal, c'est Tybalt? Non. Un mec des Blazers, un Australien des Blazers?
C'est pas Eaton. Un Australien. Alors là, je l'ai pas. Bon, allez, je vais passer chez les Kings. Un Bulgare. Bon, bah, ça, c'est Vezenkov, hein, normalement. Y a pas de problème. Non Vezenkov. Ok. Et un Lituanien. Domantas. Sabonis. Ok. Domantas, ça va. Spurs, un Turc. Sidi Osman. Ouais. Et un Français. LOL. Wembanyama. Allez. Utah. Italien. Simone Fontecchio. Et un Turc. Un Turc à Utah. C'est pas une escantaire, il est plus là. Oh, c'est pas Yurtseven. Si Monsieur Yurtseven. C'est bon, ça. Allez, on est sur un bon rythme. Purée, je vais peut-être le réussir. Enfin, un quiz. Les Wizards, un Italien. Gallo. Allez, un Ricain qui a joué au Kimki. Kuzma. Jordan Poole. Qui c'est qui a joué là-bas? Un Ricain qui a joué au Kimki. Jones. Gill. Oh, Anthony Gill. Anthony Gill. Oui, monsieur. Et au Maccabi, Israël. Bon, bah ça, c'est Denis Avdia, hein, normalement. Allez. Ok. Il me reste donc quelques inconnus du bataillon. Un Espagnol du Real qui est aux Warriors. C'est pas eux qui ont récupéré Garouba? Attends, non, attends, c'est qui Garouba? Oh, oh. Oui! Qui a fait le tour du monde là cet été, là, Garouba, là, il a été transféré dans tous les sens. Attends, un Turc à Chicago. Je vais faire ça bien. Javon Carter? Non. André Drummond? Non. Vucevic, c'est mort. Caruso? Kobe White? Pat Williams? DeRozan, ouais, DeRozan qui a bien joué en Turquie, ouais. Qui a joué à l'Efes. Mais attends, je bug. Je bug complètement là. Chez les Clippers, un Ricain. Oh, c'est pas PJ Tucker qui a fait. Allez, j'en ai deux, j'ai 5 minutes 30. C'est qui, sur qui je bug? Un Australien à Portland. Putain. Oh l'horreur. Qui ils ont, les gars? Putain, mais Portland, quoi. Les fucking Blazers. Ok, comment je fais? Toumani Camara. Lol. Le fameux Australien Toumani Camara. Hein, putain. Ils ont qui? Scoot Henderson. Le fameux Australien Scoot Henderson. Le fameux Australien Anthony Simons. Le fameux Australien DeAndre Ayton. L'excellent habitant de Sydney, Shaedon Sharpe. Le très très grand... je l'aurai jamais. Non mais là c'est des fonds de banc là. Je vais bugger là pendant 4 minutes 30 là. Chicago, attends, Chicago, je fais poste par poste. Simonovic, il est plus là, ici. Simonovic. Ayodo Sunmu. Ça, c'est encore un contrat à la nulle. Un truc de fin fond de banc. Je vais jamais y arriver là. Là, je vais te choquer là-dessus là. Ok, attends. Je me concentre sur les fins fonds là, sur des trucs des trucs de Summer League. Pense Summer League. Summer League. Camara. Il y a pas Badji. C'est qui qui a fait Skyler Mays? Ah, j'y étais presque. Attends. Je vais dans les profondeurs. Brogdon, il a pas fait. Non, Brogdon, il a pas fait. Jeremy Grant, il a pas fait. Les fins fonds de banc là. D'ailleurs, Ayton, il y a qui? C'est pas Diop ou Diop? Comment il s'appelle?
Ah, je galère là. Et si vous avez réussi à faire 38 sur 38, franchement, je respecte. Hein. Il y a peut-être des gens qui sont partis en s'endormant. Qui c'était les gars de... Il n'y a pas... Lillard. Le fameux Australien Damian Lillard. Ah oui, très fort. Dans les jeunes, il y avait Sharp. Il y avait Henderson. Il y avait Simmons. Il y avait Ayton. Il y avait Camara. Il y avait Skylar Mays. Mays. Il y avait... C'est Diop comment? C'est Diop Reed. C'est Diop Riff. Diop Reth. Oh! Oui, monsieur! Il est australien? Mais j'en ai aucune foutre idée. Diop Reth. Ok. Les Bulls. Ok, les Bulls. Et les Bulls, je vais péter un plomb déjà qu'ils me rendent ouf. Un Turc, un mec ou un Turc qui a joué 4 matchs avec les fesses. Littéralement 4 matchs avec les fesses. Lonzo Ball. Putain, je vais finir là-dessus là. Il y a qui là? Tony Bradley? Drummond? Putain. Oh, maintenant ils ont plus Derrick Jones Jr. Ils ont Javon Carter. Ils ont Torrey Craig. Non, mais il est pas turc, Torrey Craig, bordel de cul. Je peux pas. Un mec des Bulls. Non. J'y arriverai jamais. Ah, je vais bugger sur un dernier. Ça, c'est les méandres de la draft, là. Ah, je suis désolé de vous faire vivre ça. Hein. Désolé pour ce ASMR là de... Non, là, les 60 dernières secondes, je trouverai jamais. Je suis déjà allé... Déjà, j'ai trouvé Diop Riff. Déjà, je suis arrivé à 37 sur 38. Je trouve qu'il y a exploit. Je sais pas où vous en êtes. S'il y en a qui ont fait 38 sur 38, je m'incline devant votre superpuissance et votre savoir. Il me reste 40 secondes. Il y a quelqu'un qui est chez les Bulls, qui a un contrat officiel et qui a la nationalité turque, qui a même joué avec les fesses, donc non seulement le club, mais en plus avec son propre cul. Et je dois avouer que je sais pas. Je sais pas. J'ai 37 des 38 joueurs d'Euroleague qui jouent en NBA en décembre. Je n'y suis pas. Je suis vraiment désolé. J'y étais, hein. 13, 12, 11, 10. Ah, je vois ma défaite arriver là. C'est horrible. Je suis prêt à changer d'écran. Là, pour montrer ce que ça donne. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En plus, ils vont me mettre une pause avant de savoir qui c'est qui. Onuralp B-Team. Quoi? Onuralp B-Team? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est une blague? C'est qui? C'est un personnage de jeu vidéo? Pardon, mais... Ah oui, d'accord. Eh ben, très bien. Onuralp B-Team. Qu'on peut aussi appeler Planuro quand on inverse toutes les lettres de son prénom. C'est un bot, ouais, c'est un JPEG. Bon, ok, voici une nouvelle légende de Allez Café. Onuralp B-Team. Ridicule. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas de cette honteuse défaite. 37 sur 38. Vous avez fait combien? Ouais, c'est des lettres au hasard. Vous avez fait combien? 23, bravo. Ah, c'est un test d'IA, exactement. 23, c'est très bien. 32 jusqu'à ce que je triche. Bon, c'est pas mal. 36, bravo. 35, 31, 6. Très bien, faut démarrer quelque part. 25, 3 minutes de jeu. Tu t'en souviendras lorsqu'il jouera son deuxième match. Ah, il a... Waouh. Incroyable. Eh bien écoutez, dans tous les cas, c'était un honneur de vivre cette découverte avec vous de monsieur Onuralp B-Team. Incroyable, rien qu'à prononcer, c'est une dinguerie. Ce qui va se passer maintenant, c'est que moi je vais vous laisser. Dans 3 quarts d'heure, il y a un match entre les Pacers et les Celtics. C'est le In-Season Tournament pour gagner des dollars supplémentaires.
et mettre de l'excitation dans cette semaine de NBA qui a besoin d'une compétition supplémentaire et on y est. Et on est chaud, n'hésitez pas à regarder le In-Season Tournament, ça va être trop bien. Ouais, tout le monde à Vegas pour voir ce que ça va donner. On a des matchs tous les soirs, ça va être trop bien. Pacers Celtics pour commencer la soirée, ensuite on sera sur les Kings face aux Pélicans, ça va être formidable. Je pense que Boston va s'imposer et les Kings également vont faire le travail. Je vous rappelle évidemment que vous ne devez surtout pas hésiter à aller sur le shop de Trash Talk pour les fêtes de fin d'année. Ah, qu'il est beau ce mug. Ah, qu'est-ce qu'il est incroyable avec ses chaussettes Merry fucking Christmas. Regardez ce hoodie, faites-moi plaisir, foncez sur le shop, ça nous fait grand plaisir lorsque vous nous aidez dans bien des projets, plein de choses de prévues. Non seulement sur ce mois de décembre et sur l'année 2024 avec Trash Talk. Mesdames et messieurs, je vais vous faire des gros bisous. Je suis très content de vous retrouver sur Allez Café. Tous les lundis, là, ça va y aller. Cette semaine, je vais faire plein de nocturnes. Je vais être là à fond pour regarder ces grands matchs. On va s'éclater la gueule, ça va être formidable. N'oubliez pas de prendre soin de vous sur le mois de décembre. Faites attention, reposez-vous quand vous pouvez. Couvrez-vous, il fait froid. Et puis, nous, on va se retrouver évidemment avec le reste de la commu sur Twitter. Des bisous à toutes et à tous. Merci aux copains et copines qui étaient en live, qui ont découvert Onuralp B-Team, qui ont notamment apprécié les petites analyses sur les 20 premiers matchs de Victor Wembanyama. Et puis nous, on se retrouve tout simplement sur les réseaux sociaux. Très vite dans les poufs avec Alex. N'hésitez pas à aller voir la grosse question du jour sur la main chaude. The Hot Hand, Monsieur Stephen Curry, notamment le bel ambassadeur de la génération moderne des mains chaudes. Et puis ceux qui vont se coucher, levez-vous. Pardon, levez-vous bien demain matin. Ceux qui regardent ce replay, levez-vous tranquillou, démarrez bien la journée. Faites de beaux rêves, ceux à qui je dis bonne nuit. Et on se retrouve sur Twitter tout à l'heure pour les 2 matchs de NBA. Allez, des bisous, à la prochaine. Peace!